Émission 844. Cette semaine, Johnny Double. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, l'ensemble. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont des vieux de la vieille déguite. Je vous les présente à l'instant. Le premier est un grand consommateur et créateur de contenu, les contenudistes et les voyeurs de vue. Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Bonsoir Benoît, bonsoir. Merci Yannick d'être avec nous cette semaine. C'est la première fois, je pense, en 2024. Oui, c'est exact. Yeah, les gens sont allés, une bonne partie de l'équipe est allée au Festival de BD de Québec ce week-end. Donc, ceux qui tiennent le fort, c'est moi, Laurent, qui va se joindre à nous tout à l'heure. Et par extension, toi qui se joins à nous pour cet épisode 844. On va parler de Johnny Double, qui est un comic qui est suggéré par Laurent. J'ai bien hâte d'en parler. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est un précurseur à ce qui va devenir éventuellement l'équipe qui a travaillé sur 100 Bullets. C'est quand même pas comment on dit ça? C'est quand même pas petit. C'est pas un petit accomplissement, 100 Bullets. Voyons, les mots sortent. OK, voilà. Donc, c'est ça. Mais merci d'être là. Merci d'être là, Yannick. Ça fait plaisir. Yannick, tu es un grand consommateur, créateur de culture pop. Y a-t-il quelque chose qui t'a popé, justement, là, qui t'a intéressé dans les dernières semaines? Tu me disais avant l'émission que tu as commencé à jouer à Spider-Man, le jeu de Insomniac, le premier, là, pas le second. Le premier, oui. Ben regarde ça, je suis un peu en retard avec ça. Là, j'essaie de pas être la personne comme hey, la gang, l'affaire qui est sortie de 6 ans, que tout le monde disait que c'était bon. Très bon, finalement. J'essaie de pas être de même, là, mais regarde, j'ai beaucoup aimé ça. Sinon, des affaires de pop culture que je savoure récemment. Ben, il y a un truc dont j'ai parlé récemment au Voyeur de vue. Oui. Il y a une télésérie sur Apple TV qui s'appelle Sugar, que j'aime bien en ce moment. Okay. Sugar, c'est ben, tu vois, c'est même dans notre propos cette semaine, c'est un truc de détective, de très film noir, de détective privé qui se passe à Los Angeles, comme à notre époque, qui met en vedette Colin Farrell dans le rôle du détective énigmatique John Sugar. Ah oui, j'ai vu l'annonce passer, mais je me demandais c'était quoi. Ça a été créé et écrit par Mark Protosevich, qui a écrit The Cell, une des premières versions de Thor. Il a écrit beaucoup de science-fiction blockbuster. Puis, c'est ça, c'est du noir moderne, mais de détective très, très classique. Mais avec une twist, parce que John Sugar est très mystérieux. OK. Puis, on sait pas. Il a comme un passé mystérieux. Il est polyglotte. Il est capable de puncher n'importe qui. Des fois, il y a des scènes où il semble avoir des problèmes avec ses mains, puis la musique devient atonale. Fait que c'est sûr qu'il y a un aspect de John Sugar qui n'est pas humain, mais on ne sait pas encore c'est quoi. C'est quoi, c'est paranormal ou c'est lié à des extraterrestres? Ben, on ne sait pas tout. OK. Mais dans le deuxième épisode, à un moment donné, il regarde vraiment beaucoup la pleine lune, puis là, il s'injecte quelque chose avant de dormir. Est-il un loup-garou? Est-il un ange? J'aime ça. Est-il un extraterrestre? Est-il un robot? On ne le sait pas encore. On risque de le savoir d'ici la fin de la saison. Mais en attendant, si vous aimez le noir et les détectives privés, c'est tout de même bien fun. Colin Farrell est vraiment, vraiment bon. C'est une intrigue vraiment, vraiment classique de... il se fait engager par un patriarche d'une famille puis qui lui demande de retrouver sa petite fille. Et ça ressemble à notre BD qu'on va parler tantôt, ça. Ouais, en fait, ben, tu vois exactement. Là. C'est classique de ces affaires-là. Mais à date, c'est super bien ficelé. C'est filmé de façon intéressante par le même réalisateur qui a fait City of God, entre autres. Puis, tu sais, ça se cante vraiment dans ces clichés de films noirs. Mais à date, j'aime beaucoup ça. Alors, m'a dit, à chaque vendredi, tel un diabétique, je check mon sucre. Tu check le sugar? Je check mon sugar à chaque vendredi. Puis là, je suis comme, ouais, let's go. C'est drôle parce que Apple TV Plus, j'ai l'impression que c'est la place qui sort vraiment du bon contenu de bonne qualité en petite, moyenne quantité, mais les gens ignorent souvent que ces séries-là existent. Le paywall est très, 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 disons, étanche. Tu sais,
c'est quasiment des shows qui n'existent pas. Ouais. Excepté Ted Lasso. Puis peut-être For All Mankind. Peut-être For All Mankind. Ted Lasso est probablement le plus populaire. Ouais, c'est ça. For All Mankind, c'est comme pour tout le monde comme nous autres, mettons. Non, ouais, c'est ça. Des geeks, des nerds. Là. Ouais, ou vraiment comme des nerds full-on d'histoire. Tu sais, c'est comme. C'est ces deux affaires-là, je te dirais. Mais oui, tu sais, à chaque fois que je sample un show, c'est jamais mauvais. Il y en a que j'aime beaucoup, puis j'aime vraiment. Comme justement, tu sais, Ted Lasso, j'avais bien aimé ça, surtout la première saison. Mais des fois, je donne une chance à un épisode, je suis comme, j'écoute comme, ceci est bien fait, pas tant le goût d'écouter le reste, mais regarde, qui continue, ça le tente. Ouais, je suis surpris à quel point la qualité est au rendez-vous pour les séries de Apple. Tu sais, comme contrairement à Netflix, des fois, grabe un petit peu tout ce qui bouge, puis il y a du bon, puis il y a du mauvais, puis parfois, il y a vraiment du très mauvais. Apple n'en sort pas beaucoup, mais quand ils en sortent, à tout moins, c'est un casting qui est solide, où l'écriture est super bonne. C'est des séries avec des identités très, très, très fortes. J'avais écouté celle inspirée d'un roman de Stephen King avec Julianne Moore. C'est très bon. Puis écoute, je sais pas, je regrette le temps où quand t'achetais un iPad, t'avais comme pour 3 ans, là je dis n'importe quoi, mais 3 ans de Apple TV gratuit. Là. Maintenant, c'est plus le cas. Fait que il va falloir éventuellement que je me rabonne, mais je suis trop abonné à tes services en ce moment, il faut que je cote parce que sinon. Non, c'est ça, là. Ça coûte ben trop cher. Mais tu sais, c'est comme. Je m'étais acheté comme un nouveau téléphone. Ou j'avais vu un iPad et puis mon téléphone. Puis j'avais eu un iPad, puis là, mon abonnement avait commencé, puis là, à travers l'année, il a fallu que je remplace mon téléphone. Mm-hmm. Mais ça empilait pas une année gratis sur Apple TV. Ça m'a rendu vraiment triste. J'étais comme, come on, gang. Je viens d'acheter quelque chose d'extrêmement cher. Oui, là, oui. Je veux l'abonnement avec. Je veux pouvoir écouter ça. Puis Slow Horses, par exemple. Je sais pas c'est quoi Slow Horses. J'en ai parlé, je pense, peut-être la dernière fois que je suis venu. Je me souviens pas, je pense pas. C'est basé sur une série de livres de Mick Herron. C'est sur les pas bons du service d'espionnage britannique. Ah oui, c'est les poches, là. Ben, ceux qui sont poches ou qui ont commis des erreurs vraiment stupides, ben, ils se font pas mettre à la porte. Ils se font mettre, genre, ce qui s'appelle Slough House, qui est comme C'est comme l'interprojet chez Ubisoft, finalement. Certains pourraient dire. Pas nous autres, là, mais certains diraient. Certains pourraient dire. Oui. Puis où est-ce qu'ils se font donner des jobs de crotte d'espionnage, mais à travers leur fouillage dans la crotte, ils finissent toujours par trouver comme un filon de quelque chose qui mène à un plus gros complot ou une plus grande aventure. Puis chaque saison adapte un livre plutôt. Puis en tout cas, moi, à date, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est un de mes shows justement que j'aime de Apple TV. Là. Je vais te poser une question parce que là, ça fait 2 semaines quand même, mais je te connais comme un amateur de lutte. As-tu écouté le WrestleMania de cette année? J'ai écouté quelques morceaux de WrestleMania cette année parce que, sais-tu quoi? Le dimanche, j'ai été à la dernière représentation de Slam, qui était la pièce de théâtre de Robert Lepage, qui est une pièce de théâtre de lutte. Qui lui-même, c'est ça. Robert Lepage est un amateur de lutte également. Oui, puis qui racontait à travers justement des artisans du cirque qui, avec des trampolines, créent des combats puis des storylines à travers une soirée de lutte. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça vient de se terminer, malheureusement. Mm-hmm. Mais WrestleMania, j'ai écouté quelques matchs. J'ai trouvé ça bien. C'est juste que ça l'a mal à donner ce week-end-là parce que j'étais allé deux soirs de suite voir le théâtre. Mais écoute, tu as choisi entre le théâtre et le théâtre. Mais moi, c'est ce que je dis. Tu as choisi entre le théâtre, puis c'est le théâtre qui a gagné. J'aurais dû m'arranger pour rassembler des gens pour regarder WrestleMania parce que à cette heure, tu sais, les événements là, ça reste tout de même long. Fait que là, je suis comme, j'ai besoin d'avoir une gang avec moi pour regarder tout ça. Fait que tu penses de quoi du reveal de AEW, du footage backstage de Londres l'année passée de CM Punk? Est-ce que c'est un bon move? C'est pas un bon move? Les gens sont un petit peu, disons, mélangés sur le sujet. Divisés. Regarde, ça, c'est une affaire que j'avais entendu parler, mais que j'avais refusé de suivre, mais par osmose par osmose d'algorithme. De ton algo, oui. De mes intérêts, j'arrêtais pas d'en avoir. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi? On s'en crisse. On aurait toujours dû s'en crisser et s'en double crisser une fois que CM Punk est revenu à WWE. Mm-hmm. Ça veut plus rien dire. Puis là, de ce que je vois, ce qu'ils ont dévoilé, c'est vraiment niaiseux. Et
la crowd au show de AEW A pas réagi. scandait le nom de CM Punk pendant le match après. C'est pas ça. mauvais. Lui, il a juste été retourné travailler à WWE. Ouais. Regarde, ça fait grandir sa légende encore plus. Ah, ça, c'est clair. Que le clair. monde ne peut pas en revenir. Ouais. Puis ça, tu vois, il a fait peu importe ce qui est arrivé dans cette vidéo-là. Mhm. Puis après, il est parti. Mais là, il a donné une entrevue, puis il y a eu comme plus 5 de lore Mhm. en faisant quasiment rien. Puis là, je suis comme, vous faites juste le rendre plus puissant. Si vous ne l'aimez pas, arrêtez. C'est ça. Parlez-en plus jamais. C'est comme Freddy. Si tu y crois pas, il va disparaître. C'est la même chose. Exactement. Arrêtez. Nous devons prendre conseil des Dream Warriors. On se rassemble ensemble dans nos rêves, on croit en soi et à nos pouvoirs. Oui. Et ensuite, Ouais. on va dire, c'est un peu lousse dans les Dream Warriors pourquoi ils perdent, je trouvais. Même quand j'étais jeune puis j'écoutais, je suis comme, je comprends pas pourquoi que Freddy est en train de gagner tout le temps, parce que moi, si dans mon rêve, je me voyais comme avec les seringues. les guns ou avec les couteaux, me semble que je serais assez confiant puis je pourrais planter Freddy. Mais regarde, je suis pas dans leur souliers. On va écrire à Frank Darabont qui a scénarisé le film, là, puis on va lui dire ce qu'il en est. Ouais. Et il Ben, va... c'est le temps. Là. C'est le temps, Je peux là, bien genre. croire que tu as bâti New Line Cinéma avec ces films-là, mais 40 C'est ça, ans plus tard, il est comme, what the fuck, guys? c'est ça qui me décevait dans ces films-là, comme je trouvais ça cool. Puis là, quand les personnages, comme ils pognaient comme un dream form pour se Mhm. battre contre Freddy, là, je suis comme, là, on est en business. Puis là, il se faisait tout le temps dispatch, comme, il aurait juste fallu que Freddy travaille un petit peu plus fort pour les vaincre, puis j'aurais été comme, ok, ouais, je comprends. C'est juste que le power-up s'effaçait trop immédiatement, là, ça me décevait. T'as un hot takes, man, sur Dream Warriors. Regarde, des films qui sont quasiment vieux de 30 ans maintenant, là, amène-en. C'est le temps de les critiquer. Hey, Yannick, j'en profité d'ailleurs de te demander de plugger ta nouvelle saison de Les Contenus 10 parce que ça a commencé, je pense, il y a 2 semaines à peu près. Oui, c'est exact. Avec mon ami Pierre-Luc Racine, avec qui on a fait 3 bières, jadis, naguère, quand on a aidé à créer le monde du podcasting de jasage improvisé, que je peux dire que maintenant, Pierre-Luc et moi, on sait comment Oppenheimer se sent à la fin d'Oppenheimer. On voit tous les beaux podcasts qui sont découlés de tout ça. Mais bref, on voulait faire un nouveau show à saveur humoristique, par exemple, où on préparait un peu plus des segments, des idées, pas exactement des chroniques, mais plutôt des setups pour faire des blagues avec nos invités, puis pour rire entre nous autres avec nos invités. Fait que ça s'appelle Les Contenudistes, qu'on a enregistré les premiers épisodes au Festipod l'an dernier. Oui. Et puis, on a enregistré d'autres d'autres épisodes chez Manyvids qui nous produisent. C'est comme leur premier podcast franco qui produit. C'est qu'on est vraiment content de faire partie d'eux autres pour ça. Et c'est ça ce qu'on fait chaque semaine. C'est, dans le fond, on parle du contenu. Parce que le contenu, C'est rendu tout. tout. Ça veut rien dire. Fait que c'est une excuse pour parler un peu de différentes affaires qui nous font rire. Puis on fait juste dire que c'est du contenu ci, du contenu X ou Y ou peu importe. Tu sais, on essaye différents trucs. Puis on a enregistré notre première saison qui vient juste de commencer. Là, l'épisode qui est sorti la semaine passée avec Pierre-Luc, on a parlé de plein de choses. Et puis on a un autre batch d'épisodes qui s'en vient. On a vraiment hâte de les partager avec les autres. On a eu beaucoup de fun. Fait que c'est disponible sur toutes les plateformes audio, de podcast, et aussi sur le profil de Pierre-Luc sur Manyvids. Alors, vous pouvez aller dans son forum, dans sa bio, ma foi, pour trouver son Linktree, les liens, afin que vous pouvez voir les binaires en vidéo. Et on a bien du fun. Je te dis que vers la fin de la saison, on a un épisode avec ce qu'on appelle le contenu Bad Boy, où avec un cure-dent dans la bouche, on refait notre image en bad boy, on parle, on tient des propos de bad boy, puis ça, là, c'est très hot, là, tout ça. Oui. Hot, là. Parce que les femmes adorent les bad boys, ça veut dire ça? Ben oui, regarde, hey, j'ai écouté un nouveau podcast, le Lucide Podcast, t'as entendu parler? On va écouter un extrait, un message vocal laissé par Danick Charbonneau de Rouen-Noranda, je crois.
Allô, c'est Danick. Je vous écoute en deux puffs d'arsenic à Rouyn-Noranda. Je suis en train de faire un petit rattrapage des épisodes que j'ai manqués. Je viens d'écouter l'épisode où Laurent je cherche des films de Sasquatch, de Bigfoot. Il y en a un que je pourrais proposer s'il n'est pas sur la liste. Ça s'appelle The Sasquatch Gang. C'est un film que j'ai écouté beaucoup quand j'étais enfant, pas particulièrement parce que c'était bon, plus parce que je l'avais en DVD copié. Puis quand il n'y avait pas Internet, je me rabattais sur les films que j'avais en physique. C'est un petit film indépendant de comédie. Je sais pas à quel point il est facile à trouver, mais bon, ça vaut le détour pareil pour un film de Sasquatch. La deuxième affaire pourquoi je voulais appeler, c'est que récemment j'ai écouté toute la série animée de Spider-Man des années 90. Yeah. Au début, je voulais comme mettre ça en trame de fond. Je pensais pas que c'était particulièrement bon. Je connaissais, tu sais, j'avais écouté quelques épisodes quand j'étais petit, mais pas plus que ça. Puis au final, j'ai vraiment adoré l'aspect de redécouvrir certains personnages, les backstories, tout ça. Là, je suis en train d'écouter X-Men, la série des années 90. Je me demandais s'il y avait des séries ou des films animés que vous me conseilleriez dans l'optique de mieux connaître certains personnages avec les backstories et tout ça. Donc, ça peut être Marvel ou DC, là, j'ai aucune préférence. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Merci, au revoir. Merci à toi, Danick, pour ta question. Est-ce que tu as une idée, toi, Yannick? Regarde, je vais commencer pour ça. J'ai réécouté une poignée de Spider-Man des années 90 récemment. Ouais. Et je suis en accord. Il y a beaucoup de l'écriture du show qui est erronée par un scripteur qui s'appelle John Semper. Puis moi, je trouve que le travail qu'il a fait de unifier toutes différentes strates de l'histoire du canon de en Spider-Man, comique. du Spider-Canon, Puis qu'il a combiné ça. Puis aussi mettons, du canon Marvel Street Level. Tout ensemble. Tu sais, le Blade de Wesley Snipes, là, il ressemble beaucoup au Blade de ce show-là, qui est sorti comme 2-3 ans avant. Oui, c'est ça. John Semper, il a rebooté Blade avant que David Goyer le fasse. Là, il y a plein d'affaires comme ça. Je pense aussi la pureté et la simplicité comment il aurait interprété, mettons, l'origine de Venom, c'est comme l'origine standard de Venom. C'est dans ma tête, maintenant. quand je pense à l'origine de Venom, je pense à la storyline qui avait été développée dans les années 90 dans The Spider-Man Animated Series. Tu penses pas, ah oui, c'est son costume de Secret Wars. Non, même si ça. tu sais que c'est ça, c'est pas ça. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est un comic qui est vraiment riche comme ça. Puis c'est aussi bon de ce que je suggérerais à Danick, qui, s'il ne l'a pas déjà vu, mais qui est un classique, c'est Batman The Animated Series, puis Superman The Animated Series aussi. Puis jusqu'à, mettons, Justice League et Justice League Unlimited, qui sont comme dans le fond, comme un ma foi, un verse. Un gigantesque buffet de DC Comics puis de différents canons de DC qui ont été comme alignés ensemble. Ouais. Ça a duré tellement longtemps, fait que c'est pas tout parfait, mais j'ai l'impression que malgré des changements qu'il y a avec les personnages, t'as comme 65% de la base classique de ces personnages-là, et peut-être même plus dépendant du personnage quand tu écoutes ces shows-là. Je te dirais que comme tu l'as mentionné tantôt, je pense que c'est aussi, ou comme ce que Danick recherche, je comprends bien, il y a l'élément adaptation de storyline de comic book sur plusieurs décennies mis à l'écran. Il y a une adaptation qui se crée, mais on peut... Je pense qu'après, en lisant les comic books, on va peut-être même plus se retrouver parce qu'on a été un peu trempé dans... On a un peu trempé dans l'histoire et dans le canon, là. Puis je pense que Batman Animated Series, c'est un très bon exemple. Superman, comme tu l'as dit, Justice League Unlimited. Moi, j'étais plus un fan de Justice League. Mais Unlimited, ce qui était le fun, c'est qu'ils ont commencé à racheter des personnages tierces. Puis on n'a pas essayé de raconter leurs origines, pourquoi ils se sont joints à la Justice League. On assume qu'ils sont là, puis c'est bien correct. Je te dirais aussi Batman Beyond, on l'oublie, là, l'espèce de mouton noir de cet univers-là, qui techniquement fait partie de ce gros canon qui a été créé par... Qui est aussi essentiellement un show de Spider-Man. Ouais. C'est comme, tu sais, Bruce Timm, il a comme créé Batman Beyond comme... Ah, j'aimerais ça pouvoir faire un show de Spider-Man. il aimerait ça faire un show de Spider-Man, puis il aimait beaucoup Buffy. C'est vrai? Puis il a comme fusionné ces affaires-là ensemble. C'est pas drôle, j'avais jamais remarqué les similitudes avant que tu le mentionnes. C'est ça, comme, tu sais, il voulait juste comme, tu sais, comme, OK, il s'était fait pitcher genre, pouvez-vous faire un show de Batman ado, puis il était comme, oh. Mais après, ils se sont dit,
Ouais, mais c'est dans le futur. Comme Spider-Man. Ouais, c'est ça. Puis aussi, dans le futur, tu peux tout redesigner, tu Sure. peux faire des designs funky comme ils veulent. Mhm. Tu sais, la distillation du costume de Batman Beyond, dans le fond, c'est une stylisation funky d'un costume de Batman. Tu Absolument. sais, il y a comme des petites ailes comparé à une cape. Il y a comme des petites ailes comme Spider-Man avait, tu sais, des ailes de toile. Ouais, c'est toutes vrai, ces j'ai pas manqué affaires-là. à ça, c'est vrai. Fait que ouais, Batman Beyond aussi, il est le fun, puis en même temps, c'est un twist de Spider-Man. Alors, si tu t'ennuies de cette Spider Energy, tu peux le faire. Il y a aussi, je l'ai pas vu en entier, mais le monde aime, de ce que je vois aussi, le monde aime et s'ennuie beaucoup de Spectacular Spider-Man, qui est comme le dessin animé qui a existé comme entre les films de Sam Raimi puis entre Andrew Garfield, Je l'ai pense. pas vu. Je pensais que tu allais mentionner Spider-Man Unlimited qui a suivi la Spider-Man Animated Series qui a duré comme vraiment pas longtemps. Non, ça, c'est un plus tough, je te dirais. Ouais, Là. ouais. Mais non, c'est ça, comme j'ai écouté 1 ou 2 épisodes, puis j'ai trouvé ça vraiment bien fait, les voix étaient bonnes, puis de ce que je comprends, c'est que ultimement, ils ont comme pas pu finir leur storyline, mais quand ce Spider-Man-là, il apparaît dans Across the Spider-Verse, tu sais, c'est quand ils ont toute la scène de, tu sais, des fois, comme des fois, Captain Stacy meurt. Oui. Ben, c'est comme Captain Stacy est un personnage vraiment important dans le cartoon de ce Spider-Man-là, puis c'est ce Spider-Man-là qui dit comme, ouais, ben des fois, il meurt. Puis c'est ça qui arrive. Puis je voyais les réactions de l'autre monde, c'est comme, oh non, c'est Spectacular qui dit ça, ça veut dire que dans sa... Tu sais, je pense qu'il est pas mort dans sa réalité. Mais en fait, comme, ça veut dire que ses aventures ont continué, puis Captain Stacy est mort éventuellement. C'est un cartoon du début des 2000, ça, 2010 peut-être? Je pense que c'est plus proche de 2010. Plus proche de 2010, Il y a un artiste sur Internet que j'aime beaucoup qui s'appelle Sean Galloway. Son surnom, c'est Cheeks. C'est ses designs à lui. Fait qu'ils sont très cartoony, schématisés, qui ressemblent plus à des jouets que la plupart des autres shows de Spider-Man qui ressemblent vraiment plus à des dessins de comic book comme le Spider-Man des années 90, mettons. Moi, c'est vraiment cool. Je dirais un très apprécié aussi des fans puis fans du comic book et qui a suivi un peu cette vague-là de ce qui avait été entamé par Batman Animated Series, c'est Spawn. L'adaptation de Spawn des premiers comics, une belle adaptation des premiers storylines qui se perdait pas mal en comic book, là, qui a été condensé au petit écran, avec la voix de l'acteur dont le nom m'échappe, qui est un gars qui fait souvent la narration dans les films de Ken Burns. Il a joué dans Community. C'est Keith David, ça se peut-tu? Oui, c'est ça, exactement. Il a une voix absolument incroyable. C'est lui qui donne la réplique à Spawn. Et c'est très, très moody. C'est très violent. Et les fans de Todd McFarlane, créateur de Spawn, souhaitent un retour de cette série-là éventuellement ou peut-être une suite. Ce qui n'est pas improbable. Quand on voit qu'il y a un X-Men 97 qui est revenu à la vie, je me dis tout est possible. J'anticipe éventuellement peut-être même un retour de Spider-Man Animated Series. On en parle, là? Pourquoi pas? Allez-y, Marvel. Je pense que ça se pourrait, tu sais. Mais l'affaire, c'est que Marvel Animation ont déjà comme un autre Spider-Man dans la canne. Ils ont Spider-Man Freshman Year qui était comme... qui, pendant un bout, avait un bout d'existence, comme ça allait être... Le truc de Tom Holland. Ça allait être les origines de Tom Holland qu'on n'a jamais vu. Mais là, je pense qu'ils ont transformé ça en truc standalone. Les designs sont faits par Leonardo Romero, qui est un artiste de comic book que j'aime beaucoup, qui a fait les Birds of Prey récent, la nouvelle série Birds of Prey, qui est dessinée. En tout cas, il fait comme j'adore ses designs, il est très comme Alex Toth-esque moderne. Mais sinon, en termes de comics, moi je suis un grand fan de Superman et un fan de Superman des années 90. Particulièrement, ce qui s'appelle comme le Triangle Era, c'est quand il y avait un comic de Superman à chaque semaine, puis ça racontait une histoire continue, puis ce qui est à travers, puis c'est à travers ça, on a la mort et le retour de Superman. Quand il avoue son identité à Lois Lane, quand il se marie, des affaires, tout ça. Quand il change ses pouvoirs, on a oublié ça. Quand il y a un clone aussi, à un moment donné, il y a Superman Red, Superman Blue. Ben oui, absolument, toutes ces belles affaires-là. Mais je trouve que la télésérie Superman and Lois, qui n'est pas animée, est comme une adaptation spirituelle de ces comics-là. Puis, je suis d'accord. Les personnages sont comme joués comme si c'était la version de ces comics-là. Les histoires sont plus pareilles, puis là, ils sont aussi plus vieux. Superman et Lois sont des enfants, puis ils doivent dealer avec ça. Mais
pour moi, je vois comme un genre de pseudo-sequel adaptation de beaucoup de comics des années 90. Puis il y a même des morceaux de des storylines qui citent particulièrement ou qui réadaptent d'une façon que je trouve vraiment intéressante. Parce que moi, j'aime beaucoup. Là. Parce que ce Superman-là, dans l'univers, est établi depuis un moment, c'est ça? Il y a des enfants. Oui. Il y a des enfants il est comme marié. il est marié, tu sais, t'as l'impression que ça fait une quinzaine... Ben, regarde, là, c'est des acteurs de CW, fait qu'ils ont pas l'air d'avoir vieilli, peu importe, là. mais que c'est une notion que ça fait comme 12-15 ans qui est Superman. Déjà. Fait qu'il y a eu comme toutes ces aventures, il y a eu toutes ces grandes batailles. Il a déjà mis Lex Luthor en prison. Tu sais, il est comme ailleurs dans sa vie. Parce qu'on dirait que c'est un show que toutes les grandes batailles ont été battues et vaincues. Maintenant, il peut plus vivre un peu comme un être humain, puis essayer d'être un père, puis des affaires comme ça. J'aime beaucoup ça. Puis ils sont en train de tourner, ils sont en train de terminer la dernière saison, ce qui va être la dernière saison aussi. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus, mais en même temps, tu sais, s'il reste à 4 saisons puis que la qualité demeure la même, c'est pas mauvais non plus de clore ça non plus. Oui, exactement. Puis de toute façon, il y a tellement de séries en ce moment que je sais pas à quel point c'est profitable pour une série d'exister pendant 7-10 ans. Tu sais, avant, le standard, c'était 7 ans quand tu arrivais au bout de ta run. Je sais pas à quel point les gens ont cet intérêt-là ou la volonté de suivre des personnages pendant 7 ans. Ben, je pense que pour une série qui est basée sur d'autres affaires, probablement pas, parce que c'est des univers qui sont comme déclinés ailleurs dans d'autres médiums. Tu sais, mettons, comme je parlais d'avoir joué à Spider-Man tantôt, je comprendrais que quelqu'un, c'est comme, sais-tu quoi, moi, mon Spider contenu, ça va juste être les jeux PlayStation, puis regarde, moi, je pourrais jamais être satisfait de juste ça. Faut que je lise les comics, faut que je voie tout. Mais je comprends quelqu'un qui est comme, regarde, moi, je drop 90$ pour un jeu que je vais jouer vraiment longtemps, puis j'achèterai le prochain, puis ça va être ça, Spider-Man, pour moi, parce que ça va chercher des affaires, des différentes versions, puis même... S'il aimait plus Tobey Maguire, mais quand il joue au jeu, il met le costume de Tobey Maguire. C'est exact, c'est ça, voilà. Puis là, comme tu vois, moi, aussitôt que quand j'ai commencé à jouer au jeu, aussitôt que je pouvais, j'ai mis un costume de Spider-Man classique, puis là, je me swingais, puis là, je trouvais ça merveilleux. C'est quoi mon choix? Scarlet Spider. Il faut du love pour Scarlet Spider. C'est ton beau petit hoodie déchiré, là. Moi aussi, regarde, j'ai pas encore... Mais là, regarde, j'ai fini le story, je vais pouvoir errer dans New York comme ça me tente. Je vais y aller en Scarlet Spider. Mais tu sais, fait que c'est ça pour des personnages exploités ailleurs. Je pense que oui, faire juste 4 ans, c'est peut-être la meilleure affaire. Versus, là, si c'est des personnages originaux puis tu as un show original, ben, je pense qu'il y a encore l'appétit de pouvoir sortir sortir ça longtemps parce que c'est peut-être la seule place que tu as ça. T'sais. C'est pas surprenant quand est-ce que Stranger Things se finit? Puis c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir avoir encore de Stranger Things après ça. Mais après 5 saisons, surtout sur presque 10 ans, c'est correct. Ça peut mourir de sa belle mort. Ben, regarde, j'ai juste écouté la première saison, j'ai pas suivi depuis. Fait que non! Je sais pas c'est quoi. Ben, c'est pas. Tu vois, quand je l'écoutais, je suis comme ça, c'est très bon, mais j'avais pas le goût d'en regarder davantage. Okay. Mais je connais pas la température du fandom de Stranger Things. C'est chialeux. S'ils ont hâte que ça finisse, s'ils pensent que ça va être bon, ça vaut-tu encore la peine? Beaucoup s'entendent pour dire que la dernière, la 4e, était particulièrement bonne. En parlant de bonnes choses, on a notre ami Laurent Boutin qui se joint à nous. Oh yeah! Parlant de chialeux. En parlant de chialeux, Laurent, t'es pas très chialeux, toi? Oh, ça dépend. T'es pas une personne chialeuse. Je suis beaucoup plus chialeux que toi. Ah ouais, j'ai mes moments. Ouais, peut-être un gros chiffre, là, des fois c'est difficile, mais t'es pas si chialeux que ça. Ouais. À l'âge qu'on a, on vient tout. Je pense que ça vient avec l'âge, on a le droit de chialer. Parce que Laurent, il n'y a pas une énergie agressive derrière son chialage. Non, c'est ça. C'est ça la clé. Peut-être que c'est comme ça qu'il peut en paquer plus. Il constate, il chiale pas. C'est ça l'affaire. Voilà. C'est ça l'affaire. Plus une énergie de sacré moins patience. Ça, je le comprends. Ça, je le respecte. Laurent, on répondait, Yannick et moi, la question d'un auditeur qui demandait, Danick, est-ce que tu connais un dessin animé qui pourrait assouvir ses désirs de canon, hein? Un comic book adapté au petit écran? Tu sais, on a parlé de X-Men, on a parlé de Spider-Man, Spawn, Batman, bien sûr. On a-tu répondu à la question? L'as-tu vidé? Moi, j'avoue,
avoir vu très peu de dessins animés de comic book. Ça va, t'as pas de câble. Ben, c'est ça, d'un, j'avais pas le câble, fait que mes bonhommes, c'était des radio-cannes. Mhm. Il n'y a pas ben de super-héros là-dedans, puis même après, on dirait que j'ai pas... Tu sais, pour moi, la BD prime. Après, Oui, je comprends, mais des fois, tu peux pas tout lire, fait que le comic book dans ce Ouais. temps-là, le Peut-être. dessin animé dans ce temps-là est une bonne option. les Schtroumpfs. Ben, écoute, Non, même ça, pour- il y a un grand Schtroumpf. Qu'est-ce que c'est ça? oui, le Schtroumpf Gold. Ça, c'est Ouais. bien tout controversé. Fait bouh. À ça. Mais tu sais, ça, c'est une affaire justement que je trouve ça intéressant ce que Laurent a dit que justement que la BD prime. Puis je dirais que moi aussi, parce que des fois, comme t'entends parler comme Batman Animated, c'est la meilleure version de Batman. Je suis d'accord. Puis après, c'est comme pourquoi que les comics de Batman sont pas bons de même? Ben, parce que les comics de Batman, il faut qu'ils sortent à chaque mois. Mhm. Tandis qu'à un Mhm. moment donné, Batman Animated, je pense qu'ultimement, il en a peut-être 75. Puis même à cette époque-là, il y avait comme 50 ans de Batman À l'épuiser dedans. à l'épuiser dedans. Fait que Mhm. c'est sûr qu'il faut du talent pour adapter, puis les adaptations se font pas tout seul, mais en même temps, t'as les chances de ton bord si t'adaptes quelque chose qui a un canon de 50 ans, puis que t'as juste besoin d'en faire comme de commencer à en faire 25, puis Tu vois, c'est pour ça que je suis déçu que quand la Spider-Man Animated Series a terminé, c'est conclu, il y avait encore des story arcs qui n'étaient pas complétés. Puis ça a mis ben du monde en maudit. Et on a comme tranquillement hinté que ça allait s'en venir, un clone saga. J'aurais aimé ça beaucoup voir la clone saga de Spider-Man version Animated Series. T'sais, sûrement que ça n'aurait pas duré aussi longtemps, là, God forbid, mais j'aurais aimé ça voir l'adaptation de cette série-là au petit écran. Ça aurait été le fun. Mais peut-être qu'éventuellement on va le voir. Moi, je suis sûr, en tout cas, je souhaite que ça revienne comme un peu X-Men 97 est revenu. Puis Christophe, je sais pas pourquoi j'ai attendu tant de temps, là, mais j'ai écouté le premier épisode la semaine passée, puis c'est malade. C'est débile. C'est vraiment très bon. Puis là, me dit-on que les épisodes qui suivent sont aussi excellents. Ouais, il y a un buzz cette semaine. Ouais, je pense qu'il Ouais. t'avait de quoi dans le 5, là, puis je veux pas me faire spoiler, fait que je pense que je vais me taper back-à-back. Il y a eu un buzz C'est- comme c'est- dans, très dans le Twin Peaks, là, Oui. le fameux épisode dans la Ouais. dernière saison. Là. Ouais, que j'ai pas vu encore, fait que... Ah ouais, bon. c'est ça. Qu'est-ce que t'allais dire, Yannick? ben, c'est très bon. Regarde, moi, je suis une affaire il y a un épisode de X-Men où il y a un contenu style jeu vidéo en pixels avec des sprites. Oui. Et depuis que nous, chez Triple Games, on a sorti le jeu Tortue Ninja, Yes. beaucoup de gens nous répondent faites un jeu de X-Men. Faites un Ça jeu de serait X-Men. malade. Ben, ça serait vraiment malade. Mais là, quand le show de X-Men a un segment de beat'em up en pixels, moi, je le vois comme un call-out. C'est du 10. Un call-out pour moi, personnellement. Pour la noble compagnie que tu à représentes. laquelle je travaille, qu'on est comme X-Men. Come on, On Disney. aimerait ça. Ça serait on malade. aimerait ça. Ça serait Mais malade. oui, c'est un super bon show, je trouve, qui justifie son existence comme immédiatement dans le premier épisode. Tu sais, il y a du bon character writing vraiment bien détaillé, puis je trouve que les aspects plus matures des histoires sont matures dans le sens que c'est pas des affaires choquantes ou Non. edgy, ça l'adresse les conditions puis la métaphore de ces personnages-là. Ça très préserve, bien. je te dirais, le gravitas des histoires qui ont Ouais. adapté. Ben, tu sais, t'as vu le premier épisode? Oui. C'est là qu'ils vont voir Henry Gyrich qui a construit les Sentinelles, Mhm. puis il leur dit, tu sais, la tolérance, c'est une mode et ça va disparaître. C'est comme, oh! On parce est que- là, hein? On Il y a est du tellement... monde. Il y a du monde qui pense comme ça. Il y a du monde. Des Oui. gens en ce bas monde qui croient à ça fermement, Oui. puis Oui, là, oui. qui va être comme, ah, si j'ai hâte que ça passe, puis j'entendrai plus parler des trans. Puis je suis comme, Ouais, c'est ça. tu sais, puis d'avoir ça, que ce soit tellement frontal dans le show, ben, le show continue avec ces idées-là. Puis c'est vraiment bien. Non, ça justifie son existence. Tu peux vraiment lire la cause des mutants dans la série, comme tu disais, parler des personnes trans ou tu sais, tout ce qui est question raciale. Là, tu sais, c'est le hate speech des personnages dans X-Men n'est pas si différent Mhm. du hate speech qu'on entend dans la réalité. Tu sais. Puis c'est capoté parce que c'est pas comme s'il y avait
updaté quoi que ce soit des X-Men pour ça. Là. Non, c'est juste, ça a tout le temps été là. Ça. Les Ça a tout le temps X-Men, été c'est ça. tout ce qu'il y a qui sort un peu de n'importe quoi là, de identité de genre ou de LGBTQ ou de race ou de n'importe quoi. Comme le discours change jamais. C'est tout le temps la même cochonnerie. Malheureusement. Malheureusement. Bon. Hey, sur ça, on va commencer les nouvelles, messieurs. On va laisser notre invité Yannick Belzile de parler. J'imagine que tu as quelque chose pour nous. Oui, t'as un peu, je regardais mes notes. Un affaire, je voulais dire, comme je Oui. pense pas, vous n'avez pas parlé en feature des comics de Transformers de Daniel Warren Johnson. Pas encore, mais tu vois, ce week-end, je suis allé au Comic Hunter, pour ne pas le nommer, dans le nord de la ville, nord-ouest. Je ne sais plus trop comment. En tout cas, Ouais, c'est le nord. c'est à peu près le nord. Mais, puis la madame, la femme du propriétaire m'a demandé tu veux-tu quelque chose de plus sur ta réserve? Oui, je veux le prochain trade de Transformers chez Skybound Entertainment parce que c'est juste fucking malade. On n'en a pas parlé ici, mais on va en parler éventuellement. Ben, je ne vais pas spoiler davantage, mais regarde, moi j'aime beaucoup ça. Tu sais, c'est ça qui m'a fait découvrir Daniel Warren Johnson. OK. Tu sais, dans le fond, c'est à ça que ça sert comme un. Ça, c'est le meilleur, je trouve, scénario pour un livre de licence ou de franchise. C'est quand tu prends un talent singulier, tu le laisses faire ce qu'il veut, puis ça devient aussi un tremplin pour que d'autres mondes le connaissent. Tu sais. Je connaissais vaguement son nom, mais j'avais jamais vraiment samplé ses affaires. Puis là, tu sais, j'ai acheté Do a Powerbomb. C'est ça, je veux dire. Wonder Woman Dead Earth. J'ai lu son livre de Beta Ray Bill, Argent Star, qui est fucking bon. On a tout parlé d'émission. C'est ça, comme, tu sais, je vais tout m'acheter les trades de ces affaires qu'il y a à date. Il est merveilleux. Je me demandais, parce que tu es un fan de lutte, fait que si tu n'as pas lu Do a Powerbomb, c'est comme achetez-vous ça là, à la maison. Là. Parce que, tu sais, le rythme de l'action dans Transformers est très bon, mais il est comme un petit peu. Ça respire un petit peu plus comparé, je trouvais, à Do a Powerbomb. Puis à chaque page, j'étais comme, ben voyons donc, tabarnak. les gars, il y a tendance à faire ça. Oui, le style. Et puis, j'ai comme, c'est la troisième page, puis je suis dans la chambre à coucher, puis je dis, aïe aïe. Tu sais, Ouais. là, Ouais. Fait que c'est vraiment merveilleux, mais ce que je voulais dire, c'est que Daniel Warren Johnson dessine les 6 premiers. Oui. Et le numéro 7 qui est sorti, c'est qu'il écrit encore. Mais c'est maintenant dessiné par Jorge Corona. Que moi, j'ai connu son art sur le comic de Batgirl qui est sorti il y a une couple d'années de DC. Puis, Continue, excuse-moi, que... Yannick, il y a des trucs bizarres qui se passent 7 minutes. Continue. Moi, je t'écoute. Il fait comme un bel art qui n'est pas méga action dynamique comme Daniel Warren Johnson, mais c'est des gros bonhommes clunky géométriques qui fait dont les dimensions, on dirait, ne pourraient pas exister dans la vraie vie. Puis ça, avec leur coloriste, j'oublie le nom de coloriste, pardonnez-moi, qui est vraiment bon. Fait que, tu sais, le package, l'emballage est maintenant différent, mais le comic est encore vraiment bon. Fait que j'espère que le monde vont rester avec Transformers pour au moins les 6 autres numéros. Puis j'espère que Daniel Warren Johnson va au moins continuer à l'écrire, puis peut-être en dessiner un à l'occasion. Ouais, ok, tu sais pas s'il est parti pour un autre 6 numéros ou plus longtemps, ou il n'y a pas de plan d'annoncer. Ça n'a pas été mentionné, j'imagine, parce que tu sais, lui-même, il a dit comme, regarde, j'ai dessiné les 6 premiers, mais je peux pas en faire comme. Faut que je travaille sur des nouvelles affaires comme Creator Own, mes propres projets. Ouais. Fait que, mais j'espère qu'il va continuer à les écrire parce que j'aime vraiment ça. Je trouve c'est de la bonne écriture d'action très émotionnelle. Justement, comme on parle d'être vieux, chialeux. Il y a. Tu sais, ayant lu ces comics-là, puis Do a Powerbomb, back-to-back, il y a vraiment comme un thème de parents qui se préoccupent pour l'avenir de leurs enfants. Puis pouvez-vous croire que Optimus Prime peut avoir l'air d'une figure peut-être? Oui, je suis pas très surpris de ça. C'est une des premières fois que quelqu'un lance une idée radicale comme ça, je le sais. Là. Mais, moi, j'ai entendu dire que Optimus Prime était l'original Dad Bod. Mais c'est peut-être Dad Bot, mais je suis pas sûr. En tout cas, ouais. Le Dad Bod, c'est quand tu peux amener des gens dans ta poitrine. Oui, c'est ça. Lui, il y a littéralement ça parce qu'il contient le savoir universel de toute son espèce dans la matrice de leadership. Fait qu'en tout cas,
Exactement. Pouvez-vous Fait que, croire que tu je suis sais, célibataire avec des commentaires de même? ben, regarde, Optimus Prime aussi. De son clan, qu'est-ce que je te dis? Mais c'est pas la cause. Il y a toutes ces affaires-là sincères dedans, puis qui racontent c'est justement la peur d'échouer devant ses enfants ou de se préoccuper de leur avenir. Que, tu sais, pour moi, en tout cas, je trouve ça vraiment le fun de voir à quel point ce comic-là il est bon, mais à quel point il raconte quelque chose de façon limpide et transparente. Parce que, tu sais, c'est pas parce que c'est du licençage que ça peut pas être du travail artistique et honnête. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est exactement la preuve. Puis, faut dire qu'il y a, pour avoir lu les premiers, mais je les ai pas tous lus, je vais m'y garder quand on va en parler à l'émission, il y a quand même des libertés créatives qui ont été prises par rapport à toute l'origine qu'on connaît des Transformers, puis au niveau du traitement. Puis même le premier Duke est quand même pas pire. Je suis intrigué pour la suite. Fait que, oui, je lis aussi Duke. Il est pas pire, hein? J'ai été agréablement surpris. Donc, l'idée que passer de la licence, puis que c'est des franchises qui sont excessivement bien établies et connues du public, qu'on peut pas en faire quelque chose de personnel et d'intéressant, ça, c'est complètement faux. Là. On a la preuve en lisant l'univers de Skybound. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que clairement, cet univers-là va se déployer différemment au fur et à mesure qu'on va publier des nouveaux numéros. Faut pas oublier non plus Void Rivals, qui est un peu la série qui a débuté tout ça, qui fait partie aussi de l'univers créé par Skybound. Fait que non, écoute, il y a du potentiel, messieurs, là-dedans. Là, ça risque d'être très intéressant ce qu'ils vont publier dans les prochaines années. On continue avec notre ami Laurent? Moi, j'ai une nouvelle de Turtle. T'as une nouvelle de Turtle? Ouais, ben ça en donne bien. On a l'expert des Turtles ici. Ben là, j'étais comme là, on va-tu se battre ou... Parce que vous devez tous avoir vu passer ça, non? Ben, on a tous vu passer cette nouvelle-là. Donc, c'est THR qui rapporte que, suite au succès du dessin animé des Turtles de l'année passée... C'était très bon. Qui était vraiment... Moi, j'ai capoté. Ah oui. J'étais au cinéma avec genre mon vieux chum de secondaire, puis en plein milieu du film, on s'est regardé, puis on était comme... Avec des yeux de genre, c'est-tu moi ou. C'est malade. C'est malade. C'est malade. L'animation est malade. T'as fucking Paul Rudd dans le film en plus. Ils ont tout mis. Là, t'sais. Ouais. Fait qu'ils se sont dit, c'est Paramount Pictures qui va produire déjà un nouveau film des Turtles. Ça va être par contre adapté de Last Ronin. Ouais. Dont on a parlé au Mystérieux à l'épisode 759. Ouais. J'ai fait mes recherches. Oui, je sais. N'est-ce pas? Ouais. C'était en... on a un truc pour faire des recherches sur le site. Ah ouais, je dois dire que j'ai googlé. T'as googlé? Ah ok, t'es allé par la porte de devant, c'est beau. Oui, ça a marché. Okay. Fait que ça sera genre le premier film des Turtles qui est déjà R-rated. C'est ça qu'ils visent. 16 ans plus, donc qui vont pas camoufler rien de violence ou de sacre qu'on a pu lire dans la BD. En live action aussi, c'est pas un dessin animé. Ouais, fait que là, je sais pas, est-ce que ça implique Michael Bay-esque ou ça implique des gars dans des costumes? Moi, j'ai tout le temps un... Moi, j'ai une préférence pour les gars dans les costumes, surtout si la Jim Henson Company travaille sur la création des costumes. Comme est-ce que... En tout cas... Qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce qu'ils vont laisser des vieux nostalgiques comme nous décider où ils vont y aller prendre des décisions de producteurs? Tu serais peut-être surpris d'apprendre que des gens de notre tranche d'âge ont des moyens financiers que toi et moi ne possédons pas. Donc, toute l'économie est un peu dirigée vers eux en ce moment. On a X-Men 97 qui vient de sortir. C'est vrai. Fait qu'on pourrait avoir Turtle 91. On pourrait avoir Turtle 91. Moi, je souhaite, je ne sais pas si Yannick pourra enchérir là-dessus, mais un R-rated, donc 16 ans et plus, Last Ronin, basé sur la série d'Eastman qui est sortie de 2020 en 2022, dans le style du premier film des Turtles des années 90. Donc, quelque chose de, un petit peu plus adulte, greedy, hein, plus down to earth. Je veux New York avec l'asphalte mouillé, là. C'est ça que je veux. C'est ça que je suis en train de dire. Fait que non, ça pourrait être pas pire. Je suis très down avec ça, avec les mêmes acteurs que dans le temps. Ça serait malade. Moi, c'est comme, tu sais, c'est sûr que tu ramènes April. Elias Koteas. Ouais. Oh oui, Casey Jones. Puis tu sais, Judith Hogue aussi, je suis sûr qu'elle serait down de le faire, mais moi, je pense que ça n'a pas nécessairement besoin d'être KTR. Moi, je pense que PG-13, tu peux faire... C'est comme... C'est tout de la violence quasiment de science-fiction que se battre contre des robots, puis... Tu sais, ça dépend à quel point ils veulent aller dans les flashbacks puis nous montrer la mort de tous les Turtles aussi. Tu sais, ça, je pense que ça peut être aussi donnant en motadine
pour un film, mais tu sais, moi, je trouve ça intéressant qu'ils veulent le faire. Ouais. Je pense pas que ça va vraiment être côté R, cependant. Je pense que c'est l'effet Deadpool là, auquel on assiste en ce moment. Ouais. Mais tu sais, regarde, j'ai réécouté Deadpool pendant les fêtes avec mon neveu le plus jeune. Quel âge a-t-il, juste pour voir si c'était 6 mois. Il trippait bien. 9. Ouais, on écoutait Commando à 9 ans. Regarde, ces deux parents sont des professionnels de la santé mentale, puis sont comme, regarde, pas ça qui va. Il est déjà fucké. Honnêtement, on l'écoutait comme en français. Puis j'étais comme, moi j'étais plus préoccupé comme, hey, là il va te ramasser des expressions grossières, franchouillardes. C'est ça, c'est pas la bonne affaire qu'il dit. Ouais. C'est plus préoccupant pour ça selon moi. Puis elle était comme, ah non, il regarde tous des youtubeurs. Hey, c'est fou là parce que j'ai de la famille qui a des enfants, puis tous les enfants en ce moment parlent avec un accent français parce qu'ils écoutent des youtubeurs français. Écoute, les youtubeurs bleus sont où, mon tadine? Ben, ils font tout genre du. En tout cas, je partirai pas là. Parle pas là-dessus. Ouais, les masculinistes là, qu'on a vu. Ah, pas encore, ça fait 2 fois qu'on fait référence à eux dans le show. Ouais, le Lucid Podcast. Non, arrête ça. Ça que tu devrais écouter, ton neveu. Donc, tu l'as écouté, fait que c'était pas si pire. Tu penses qu'un 13 ans et plus pour Turtles, ça serait pas pire. Je pense que Deadpool est pas si loin de PG-13 que ça. Surtout parce que, tu sais, ça le permet de sacrer beaucoup. Ouais. Et le sacre te donne l'impression que c'est vraiment plus edgy que ça l'est vraiment, mais il y a un peu plus de sang aussi, mais regarde, je pense pas que ça va vraiment être. Bref, ça peut pas vraiment être côté R, mais regarde. Je suis pas contre. Moi, je suis. C'est drôle parce que je l'ai déjà dit là, quand on en a parlé à l'épisode 759. Moi, j'ai pas tant trippé sur l'histoire, j'ai plus trippé sur la prémisse. Je trouvais que le rendu était très, très, très inégal. Ils ont eu 2 ans pour sortir les comics. C'est sorti en 2020 puis 2022 chez IDW Publishing. Et pourtant, l'équipe créative était jamais la même. Les dessins étaient aussi très, très bancals. Le storyline allait dans toutes les directions, mais ne se développait pas. Autant il se développait pas assez, autant on dirait qu'ils voulaient trop en mettre. J'ai trouvé ça très décevant, moi, comme expérience de lecture. Par contre, regarde, la prémisse a dû toucher un air chez les fans parce qu'il y a un jeu vidéo qui est en développement basé sur la série. Puis là, maintenant, il y a un film basé sur la série. Donc, ce qui est pour dire que la prémisse, c'est une critique de bonne idée, mais le traitement en comic book, c'est pic-pic. Moi, j'ai trouvé ça très, très pic-pic. Moi, tu vois, tu viens de raconter ça. Moi, j'imagine qu'il y a des gens chez Nickelodeon qui ont réalisé que là, tu as comme un corridor mature adulte pour faire de l'argent avec TMNT. Puis là, ils sont comme, ben oui. Puis le public qui a grandi avec ça est maintenant à l'âge où ils peuvent aller voir un film 16 ans et plus parce qu'ils sont tous dans la quarantaine ou trentaine minimum. Donc, on va faire un film. Clairement, il y a une équation derrière là, qui font on va faire de l'argent avec ça. Puis on en parle, puis même si j'ai pas aimé le comic, j'ai envie de voir le film, j'ai envie de voir le résultat. Je pense que tu l'as pas mentionné, Laurent, mais c'est produit par Walter Hamada, qui a été producteur chez Warner Brothers. Là, il a parti sa propre compagnie qui s'appelle 18 HD, qui font des films d'horreur. Ouais, avant, il a produit The Conjuring, il a produit It également. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui a fait ça. Puis, il y a un gars, un writer qui est sur le projet aussi, Tyler Burton Smith, qui a écrit le reboot de Chucky. De 2019. De 2019. Que j'ai bien aimé, moi, ce reboot-là. C'est pas mon Chucky, mais c'est un bon Chucky. Je l'ai pas vu, fait que j'ai pas d'avis. Mais les critiques étaient quand même... pour ce genre de produit-là, les critiques étaient quand même les petits catins qui tuent, là, ça va. Il paraît que le show de Chucky est bien le fun. Le show de Chucky, dude, est incroyable. C'est dans tu sais, comme je me souviens quand les premières annonces sont sorties concernant la série, j'étais c'est plate, tu sais, ils vont quitter le cinéma pour aller faire de la télé, puis non, c'est... le canon au complet de Chucky est inclus dans la télésérie, c'est une suite des films, il n'y a aucun des éléments qui est laissé pour compte, et c'est une continuation directe. C'est... Puis, des vieux, là, pas des vieux, celui pas celui de 2019. Okay. Il y a tout un aspect aussi dans la première saison, là, on parlait d'inclusion tantôt, là, LGBTQ, là, qui, tu sais, prenant l'histoire d'amour queer la plus intéressante et la plus crédible, authentique que j'ai vue au petit écran dans la première saison de Chucky. Wow. Yes. Je te jure, man, tous les personnages, même ceux qui vont mourir, sont attachants. Il n'y a pas une scène où
c'est ça. Chucky, il dit qu'il accepte quelqu'un comme qui est, puis il parle de ça à quelqu'un qui est sur le point de tuer, puis là, il dit « Moi, pas accepter un tel, franchement, je suis pas un monstre. » Puis il tue quelqu'un. Il ouais. tue cette personne-là après. Je suis comme... J'étais Ça, tu vois, ça m'a donné l'étincelle de le checker un moment donné. Là, en octobre, là. Ils sont rendus à la 3e saison, puis la 3e saison, Chucky est dans la Maison Blanche. Hein? Oui. En tant que ben président. là, Non, en là, tant que Chucky, genre. En tant que... Qu'est-ce que tu veux? Le président Chucky, right? Non, il n'est pas président Chucky, là, mais il est genre Chucky a gagné le collège électoral. Puis là, Oui, pas le vote populaire, mais le collège électoral. Fait que c'est pour ça qu'il est dans la Maison Blanche. Je regarderais ça. Moi aussi, je serais down. Ah oui, pour les gens qui sont intéressés, il y a aussi une suite à Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Donc, Last Ronin 2 qui est en train d'être publié. Ah oui, c'est commencé. C'est commencé, ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin 2 Revolution. Et c'est encore la prémisse de Kevin Eastman. C'est coécrit comme le titre précédent. Et c'est avec une nouvelle équipe de tortues, parce que, bon, faut pas spoiler ce qui se passe dans la première, là, mais ils sont pas mal tous morts au début. Là, c'est comme ça la prémisse de la BD. Donc, on poursuit c'est plus une histoire dans l'univers de. OK. Mais, c'est Turtles Legacy. Genre. ouais, c'est. Si tu veux, ouais, J'en c'est ai ça. lu un ou deux, puis c'est essentiellement ça. Puis aussi, c'est des tortues différentes, mais tu sais, comme. De la même façon, il y a différentes espèces de tortues. Ben, ça, ce sont différentes espèces de tortues, fait qu'ils sont visuellement différentes. Différentes, ouais. Différentes. Exact. Comme ça. Excellent. Moi, qu'est-ce que j'ai? Parce que j'en ai quand même pas mal. Ah oui, je l'ai souligné, malheureusement, le décès de la dessinatrice historienne et activiste féministe Trina Robinson, qui est décédée la semaine dernière à l'âge vénérable de 85 ans. Son décès a été annoncé par sa fille sur Facebook, Casey Robbins. Trina Robbins a été hospitalisée le 26 février dernier des suites d'un accident cérébrovasculaire. Elle a débuté sa carrière à la fin des années 70 en contribuant à des journaux underground comme le East Village Other. C'est un genre de périodique féministe. Après un passage de New York à San Francisco, elle a rejoint le excusez-moi, j'ai de la misère à dire, le It Ain't Me Babe, une autre publication féministe dans les années 70. Elle a fait un one-shot dans comic book de Ain't Me Babe, qui a été le premier comic book entièrement créé, produit par des femmes. Parce que même dans l'univers du comics, COMIX, pardon, le comic book indépendant underground, les femmes n'étaient pas les bienvenues. Elle a créé en 1971 All Girl Thrills. Elle était une des membres fondatrices en 1972 du Women's Comics Collective, qui a duré 21 ans quand même, c'est pas rien. Puis elle a, au cours de sa carrière, là, en 86, c'était la première femme, en 86, pour écrire le personnage de Wonder Woman. Dessiné, pardon, et était la première femme à l'écrire en 98. Ben non. 98, man. C'est fou. C'est fou. genre 50 ans après la création du personnage. Absolument, c'est ça. Donc, elle a laissé une trace importante sur le comic book indépendant, l'univers du comic book au grand complet. On dit qu'elle était historienne. Elle a beaucoup jeté un regard sur la contribution des femmes dans l'univers du comic book, ce qui n'a pas toujours été couvert de façon mainstream. Et donc, c'est ça. Elle est décédée à l'âge de 85 ans. Je dois avouer mon ignorance. Je ne connaissais pas cette dame. Moi, je la connais mal, mais j'ai vu passer... Elle a sorti un genre d'autobiographie il y a quelques années seulement qui avait l'air vraiment intéressant là, sur justement toute la scène underground des années 60-70 puis son implication dans le monde du comics. Là. Je ne l'ai pas lu, mais ça... Là, sais-tu s'il y a des compilations en version francophone, version française, pardon, de ses œuvres? Parce que tout ça, c'est des périodiques puis des contributions ici à gauche et à droite. Mais... Je sais que ce livre-là, cette autobiographie-là, a été traduite en français. Genre, il y a 1 an. Mais le reste, je ne mettrais pas... Pas des compiles. En tout cas, il va y avoir des morceaux traduits par-ci par-là. Par-ci par-là, peut-être en version numérique sur le web. Son nom, pour si vous voulez faire des recherches, les gens à la maison, Trina Robbins, R-O-B-B-I-N-S. C'est en lisant sur elle, je trouvais que sa contribution était vraiment massive. Puis j'étais comme, voyons donc, je sais pas c'est qui. Il va falloir que j'aille lire ce qu'elle a fait. C'est tout un leg qu'elle nous laisse. Vas-y donc, toi, mon cher Yannick. Oui, êtes-vous preneur pour des rumeurs? Oui. J'adore ça. Ouais, Laurent est un grand amateur de rumeurs. Ben oui, ben c'est... ben écoute, un coffret, James Heineman, tout ça, on l'adore. Non, c'est pas vrai. Un coffret de l'œuvre de James Heineman? Ben, moi, je suis down.
I see what you did there. Tu sais, comme le coffret, ça pourrait être nice, c'est comme la pochette DVD, comme la saison des Simpsons, que le Homer... Tu sais, cette pochette DVD-là, c'était juste sa tête. Ouais, ça Ça serait Jane Hyman, mais version son intégrale DVD. Ça serait merveilleux. Ça serait incroyable. On a parlé un peu des comics de Transformers, de cette initiative-là de Energon Universe qui est très populaire dans les comic book shops en ce moment. Yes. En même temps, on a Marvel qui a relancé la ligne Ultimate qui se vend aussi très bien avec leur nouveau Ultimate Spider-Man. L'as-tu lu? Oui, j'ai lu les 2 premiers, j'ai pas encore lu le numéro 3, mais à date, j'aime beaucoup ça. Puis as-tu lu le reboot comme tel, ce qui a amené le reboot du Ultimate Universe? Non, ça je l'ai pas lu. C'est du Hickman pur et dur, là. Fait que pour vrai, ça vaut la peine, c'est dans la même lignée que Ultimate Spider-Man. Ok, je vais checker ça. Mais là, DC ne veut pas être en reste avec ça. Et apparemment que DC lancerait leur propre initiative qui s'appellerait Absolute, qui serait prédit par le titre Absolute, et qui font un genre de truc qui s'appellerait All In. Et tout ça serait lancé après l'événement de crossover qu'ils vont faire cet été, qui va être écrit par Mark Waid. Et il semblerait que cette nouvelle... ce rafraîchissement-là de DC, qui va pas être un reboot, qui va garder les continuités intactes, qui vont pas recommencer des affaires, mais ils veulent rafraîchir les directions créatives des c'est qu'ils font ça à chaque 6 mois, tabarnouche. Écoute, à un moment donné, il faut que ça pogne. Mais le tout serait dirigé par Scott Snyder, qui ferait son retour chez DC pour parler de ça. C'est pour lancer ça. Mais là, on l'oublie, mais ça fait comme peut-être 4-5 ans que Scott Snyder fait ses propres affaires. Oui, il fait ses comic books ici et là, à gauche, à droite. Indépendant de son bord avec chez d'autres. Puis, tu sais, on voit Greg Capullo qui est en train de dessiner des comics de Marvel, mais on sait pas c'est quoi le comic. Fait que je soupçonne que peut-être sur le site, il écrit un comic de Marvel pour Greg Capullo. Parce que Snyder et Capullo ont travaillé sur Batman pendant plusieurs années, 6 ans du côté de DC Comics, si je me souviens bien. Puis sur leur comic indépendant ensemble, We Are Monsters. Fait que là, bref, c'est ça. Snyder reviendrait à DC pour lancer cette nouvelle initiative-là. Puis apparemment qu'on va en savoir plus après WonderCon ou quelque chose comme ça très bientôt. Je pense qu'ils vont... Si c'était de moi, leur idée, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent des trucs qui s'enlignent avec ce que Mark Waid fait avec World's Finest puis son livre des Titans. C'est comme des bonnes aventures avec les versions iconiques des personnages, continuité assez lousse, accessible, puis en tout cas. Mais juste pour être certain là, de comprendre ce que tu nous dis, on parle pas d'une nouvelle étiquette. Comme Ultimate chez Marvel, c'est une étiquette à part entière. C'est son propre univers, mais aussi sa propre étiquette. Donc ça se déroule dans son coin. Là, Absolute, c'est pas ça. C'est juste comme on lave le char. On met une nouvelle couche de peinture. Ouais, mais je pense que c'est aussi vouloir dire comme, regarde, mettons, c'est Scott Snyder qui a choisi ces writers-là ou qui a dirigé. Comme, j'imagine qu'il va y avoir comme quelque chose comme écrit Absolute en haut du cover, puis ça va être, mettons, Action Comics, blablabla, mais écrit Absolute en haut. Ça fait partie, genre, de cette idée-là éditoriale, créative-là. Fait que c'est des rumeurs de ça qui pop de par l'Internet, qui sont sortis sur Bleeding Cool, que c'est pas tout le temps fiable, mais ça me semble quelque chose possible qui existe. Alors, pourquoi pas? Deux choses que je vais apporter. Premier point, je trouve ça drôle parce que d'ici, j'ai l'impression que des fois, ils se compliquent vraiment ils se compliquent vraiment se complique l'affaire. Bon, je sais pas comment dire. Mais Absolute, c'est aussi c'était un format de comic book chez DC. C'était les formats Absolute. Fait que là, mais ça, c'était les gros omnibus. Les gros omnibus. Ça fait très longtemps, je pense qu'ils en ont fait, si je me souviens bien. Là, on parle d'il y a au moins une dizaine d'années minimum. Là, mais je trouve ça drôle qu'ils utilisent un mot qui existait déjà dans leur jargon. Il y a ça. Puis... Mais... Oui. Moi, je connais moins ça, DC. On le sait, là, mais... On connaît ton amour pour DC. C'est pas quelque chose qu'ils font genre à tous les années ou à chaque... Moi, c'est l'impression que j'ai. 2 ans, mettons. New 50. C'est parce que soit ils jouent dans la continuité ou soit ils disent on va rafraîchir, mais ils font constamment ça. C'est ça. New 52, après c'était Renaissance, après... J'ai arrêté de suivre après, je suis plus. Et Infinite, là, sont en Dawn of quelque chose, puis là, j'en oublie là, à travers ça, mais là, ça arrive. C'était il y a 3 ans maintenant.
Ah ouais, hein? Wow. OK. Fait que je pense que c'est plus une façon de faire comme à chaque 3-4 ans, comme hey, venez voir Ouais. les comics. Mais tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que ça implique parce que moi, j'en suis une poignée, puis depuis Dawn of DC, c'est tout de même, c'est bon, c'est le fun, puis de la température que je ressens des lecteurs puis des fans est tout de même assez positive. Fait que, bref, je sais pas ce que ça va être, mais Scott Snyder reviendrait chez DC pour mener des affaires. Ouais, Ce puis qui est l'aspect plus intéressant, l'aspect comme continuité remaniée ou non, ça, je suis comme... Ouais, ça, who gives a fuck s'y rendu arrive là, pas. mais tu sais, puis ce que Snyder a fait chez Image, entre autres choses, ça n'a pas toujours été bon. Là. On a parlé de Noctura récemment, un genre de un sous-produit des années 90 sorti en 2023. Geiger, non, ça c'est Jeff Jones, malheureusement, excusez, je me trompe, je mélange mes gars de DC, old school. Mais il y a eu une couple de séries. Je sais qu'il y a un Substack qui est quand même assez suivi aussi. Là. Il fait payer pour il donne des cours, ce genre de choses-là. Mais écoute, après, c'est parce qu'à un moment donné, tu veux pas être un one-trick pony non plus. Tu peux pas rester à la même place pour faire la même chose. Tu sais, genre faire un podcast pendant 18 ans, ce serait vraiment fucking cave, ça. Non, mais on a... C'est une très mauvaise C'est idée. un esti de mauvaise On idée. a changé de locaux une couple de fois. Ouais, par des fois, exemple. c'est pas par choix. Ouais, mais on se renouvelle. On se renouvelle, oui, c'est ça. Mais peut-être pour ça, là, tu sais, c'est comme Jon Stewart. Tu sais, tu reviens, tu fais pas exactement la même chose. Tu sais, t'es un nom, tu reviens, c'est bien, mais tu mets tes conditions. Fait que si c'est la sélection de Scott Snyder chez DC, je suis... Ouais, why not? Pourquoi pas? Allons-y avec ça. C'était à qui? C'était à moi, je pense, hein? Ou c'était à toi, là? J'ai comme perdu le je fil. pense, dans l'ordre que tu as commencé tantôt, ça serait à moi, mais j'ai que des petites choses. Ben, tu peux y aller, comme vas-y on donc. dit. On veut t'entendre. Je vais revenir très brièvement sur une nouvelle dont j'ai parlé genre le mois passé. Là. Il y Mhm. avait des rumeurs que Aubrey Plaza jouerait dans un nouveau film de John Waters qui s'appellerait Liarmouth, puis tout ça était pas vrai. Genre, tous les gens étaient comme ouais, ben, on aimerait ça, mais bof. Ben là, c'est confirmé. Il va y avoir un Liarmouth. Aubrey Plaza va jouer dedans. Attends, c'est-tu la rumeur qui a créé le projet ou le projet qui a créé la rumeur? On dirait que ça a forcé des gens à se parler, mais en même temps, c'est tout ce qu'il y a à date. C'est genre, ben oui, on veut le faire, mais on n'a pas une scène. Fait que. Ben attends, on t'as va John voir. Waters, t'as Aubrey Plaza, comme... Ben oui, mais c'est ça, garocher de l'argent garocher de l'argent là-dedans. là-dedans. Là. Mais tu sais, comme même John Waters, j'ai lu une nouvelle sur IndieWire qui avait l'air d'être relayé par d'autres places, mais c'était genre, ouais, tu sais, j'ai un autre projet qui s'appelle Fruitcake, ça fait 10 ans un peu que j'essaie de faire ça, là. Peut-être que je finirais ça avant, mais ouais, ok, là, Aubrey, elle a l'air de vouloir, genre, c'est comme une confirmation par défaut, genre. Mhm. Mais en tout cas, fait que ceci va de l'avant, lentement mais sûrement, I guess. Sinon, Ben, j'imagine que tu as vu que les petits photos sur Vanity Fair du nouveau film de Ron Howard. Non, j'ai rien vu. T'as rien vu? Non. Ron Howard qui sort le 31 mai prochain, c'est très bientôt, un documentaire sur Jim Henson. Ah oui, je l'ai Il vu. va Il s'appeler, va sortir directement sur Disney+. Ouais, directement sur Oui, je l'ai vu Disney+. passer. Ça s'appelle Jim Henson Idea Man. On sait très peu de choses, à part que c'est un documentaire sur Jim Henson Écoute, et sa vie, son œuvre. Moi, je suis C'est très juste down. ça, t'as pas besoin de savoir plus. Ben, c'est ça. Après, j'étais comment ça? Il y a une partie de moi qui est comme, je l'ai déjà vu ce film-là, mais Mhm. non, c'est comme si, tu sais, il y a eu un documentaire sur le gars de Big Bird, le gars de Elmo, Ouais. sur la création de Sesame Street. C'est comme plein de... Mais pas sur Jim Henson comme Jamais ça. sur lui directement. Il est tout le temps là, il y a tout le temps rapport dans ces histoires-là, mais c'est jamais lui Mhm. directement. Tu sais. Puis je suis comme, Ouais. pourquoi vous avez pas commencé par ça? Mhm. Mais je suis très down de voir ça là. Le preview sur Vanity Fair, il disait que tu sais, il y avait. En tout cas, c'est aussi des talking heads. Là. Ils ont parlé à. Tu sais, Frank Oz va être là-dedans, ses J'espère. enfants, blabla. Puis là, ils ont recréé un peu des sets, des clins d'œil visuels là, de l'univers de Jim Henson. Ils ont l'air d'avoir travaillé fort. Là. Fait que c'est ça. Ah, je peux te faire un aparté par rapport à Bien ça. sûr. Je sais pas si toi, tu es un fan de Muppets également, Yannick, mais moi, c'est des créatures comme Laurent que nous apprécions particulièrement parce que dans notre cœur, ils existent, les Muppets. Ce sont des créatures, ce sont des entités, des individus. Adam Savage, anciennement de Mythbusters, qui a un projet qui s'appelle Tested, j'en parle des fois à l'émission, une chaîne YouTube où il explore tout ce qui est geek, mais beaucoup ce qui est lié aux effets spéciaux. C'est son domaine, c'est son milieu dans lequel il a œuvré pendant longtemps.
il y a une série d'entrevues et de segments dédiés aux Muppets avec des gens qui participent, qui travaillent pour la Jim Henson Company. Donc, c'est pas les Muppets comme tels, parce que les Muppets n'appartiennent plus à la la Jim Henson Company. Ou c'est le contraire? Non, c'est ça. Non, ils appartiennent à Disney maintenant. Voilà. Je pense Fraggle Rock appartient encore à la Jim Henson Company. Ouais. Puis, ils ont fait récemment un épisode avec un gars. Puis son visage me dit de quoi, puis il parle des Fraggle Rocks, puis comment maintenant il utilise la technologie d'impression 3D pour pouvoir créer des items qu'il ne pouvait pas faire avant. Et le gars, c'est la personne qui avait gagné la télé-réalité organisée par la Jim Henson Company il y a 10 ans de ça. Donc, quand tu remportais le prix, tu devenais un employé de la Jim Henson Company. Wow. Je sais pas si c'était Jim Henson Creature Shop. Ouais. Puis, tu sais, ils ont fait qu'une saison parce que there's so much people you can hire. Là, tu peux pas engager tout le monde. Ouais. Mais ce gars-là est encore là. Non. Donc, je trouvais ça hâte de voir qu'il travaillait encore pour la Jim Henson Company. Puis, il était encore à... Mais en tout cas, une super belle série sur Tested. Et la semaine passée, ils ont montré ce qu'ils appellent Jim Henson Stitch. Donc, l'espèce de couture qui est cachée dans les mopettes, comment aller créer cette fameuse couture pour pas qu'on la voit. La couture. Si tu admets que ces créatures sont des Pour leurs marionnettes. Ah Oui, c'est ça. Voilà, c'est je ça. pensais à d'autres choses qui étaient vraiment weird. D'ailleurs, ça donne que cette semaine, j'ai regardé, sans le savoir, un téléfilm de Jim Henson que je ne savais pas. Ça s'appelle Dog City. Pour vrai, je savais pas que ça existait. Là. J'ai vu ça. En fait, ma blonde l'a starté sur Canopy. Elle était comme 15, ça a l'air d'être ton genre. Il y a des marionnettes de chiens. Elle te connaît bien. Puis là, après 5 minutes, il y avait Rolf. Puis là, j'étais comme, ah, mais là, pourquoi il est là? Puis j'étais comme ému. Comme si je retrouvais un ami que j'avais. C'est quoi Canopy? Je connais pas ça. C'est comme le service de streaming auquel tu as accès quand tu t'abonnes au bibliothèque de la ville de Montréal. Que j'ai jamais été capable de faire fonctionner. Là. Ben, puis tu sais, ça marche comme avec des crédits. Là. À chaque mois, tu as tant de crédits. Les films coûtent tant de crédits. Il va falloir que tu me montres ça. Parce que mais il est dispo aussi sur Tubi puis sur Plex. Là, si tu check, là, c'est comme 40 minutes très bien investies. C'est comme un film noir avec des chiens puis des jeux de mots de chiens. Bon. J'ai tout aimé. 10 sur 10. 10 sur 10. Parfait. Puis sinon, une toute dernière mini-nouvelle. Il y a encore une pièce de théâtre inspirée de la bande dessinée québécoise qui s'en vient. Cette fois-ci dans la ville de Québec. Inspirée de Paul à la maison au Théâtre du Trident. Ça sera l'automne prochain du 25 septembre au 19 octobre. Oui. Je n'en sais pas plus. J'ai vu les comédiens, je ne les connaissais pas. J'ai vu Étienne Danjou dans le rôle probablement de Paul. Je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est celui où Paul est dépressif à la maison. Fait que... En tout cas, ça va être bien le fun. C'est un bon livre. Là, fait que, I guess qu'on peut en tirer une bonne pièce. Je pense que Michel Rabagliati a des crédits d'écriture et d'adaptation aussi. Là, fait que, voilà. Génial. Les billets sont déjà en vente, si jamais. On parlait des Muppets. Juste se plugger le fait que cette semaine, je vais enregistrer 2 épisodes back-à-back pour le Patreon d'Opération Beurre de Cinoche. On va parler de Muppets. Hein, celui qui a ravivé la franchise au cinéma il y a quelques années de ça, et Muppet Most Wanted, celui qui a suivi. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur Muppets, mais en tout cas... Ouais, ben, pourquoi ils t'ont pas invité? Non, je sais pas. Guilla, comment? Si t'écoutes le show, invite Laurent. Mais là, attends, mais là, parce que là, j'ai vu que l'épisode sur Muppet from Space était sorti cette semaine. Moi, je me demande si ils ont fait un épisode sur l'introuvable Muppets of Oz. Muppets Wizard of Oz, qui est sorti genre en... C'est vrai, il est jamais sorti. J'ai jamais vu ce film. Ben, je sais pas, il est où. Il est pas sur Disney. C'est comme le seul qui manque. Puis... Ben, Muppets from Space non plus, il est pas sur Disney. Il me semble que non. Il était ailleurs pour un bout. Je sais pas, en ce moment, peut-être qu'ils l'ont rapatrié, mais pendant longtemps, c'est comme Cocoon 1. Il était pas sur Disney+. Puis Cocoon 1 n'est pas encore sur Disney+, malheureusement. Bring back the Cocoon. Bring back the original Cocoon. Ah, c'est peut-être ceux qui sont dans l'espace. Cocoon 1 est parti avec Muppets from Space. C'est ça. Ailleurs. C'est une conspiration. Tout est dans tout. Ils ont tous les deux un lien en effet spatial. Exactement. C'est ça. On les a-tu déjà vus les deux dans la même pièce en même temps? Non? Il y a David Arquette dans Muppet from Space. Bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Ben écoute, il faut y donner quelque chose. Depuis Scream, il ne travaille pas bien. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant... Ah ouais, en fait, c'est ça que je voulais vous demander tantôt, là, avant que j'embraye. Comme j'avais un deuxième point, puis je reviens en arrière. Tu sais, tu parlais de Bleeding Cool tantôt, Yannick.
Puis je sais que, Laurent, des fois, tu lis aussi Bleeding Cool. Ouais. Nouvelles. C'est surtout dédié au Ouais, comic ouais. book. Là, il y a un petit peu de tout. Si moi, mais de la manière que c'est écrit, des fois, je comprends fuck all. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il me semble que c'est obtus comme écriture. Il y a de quoi d'insaisissable des fois dans l'information. Ils sont tellement smart-ass qu'à un moment, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ah ouais, Je faudrait pense que c'est que... des fois aussi de se backer légalement, peut-être. Racontage, peut-être. C'est juste moi? Je t'avoue, je le lis pas. Tu sais, je pense que je lis, quand je vois passer des nouvelles, il y en a qui viennent de là, mais j'ai jamais associé un style d'écriture à aller lire. Je vais investiguer. Moi, je trouve souvent, maintenant, dans la nouvelle aussi, on dirait que tellement tout le monde est pressé de sortir la nouvelle vite que des fois, c'est pas cohérent. Je sais pas si c'est de ça que tu parles. Là. Fois, ouais. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup plus de pub que d'écriture dans ces articles, mais c'est peut-être juste moi. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on pitch des mots-clés. Là, genre, mots-clés, vite, c'est nous qui a la primeur. Super. Mais sinon, écoutez, je vais parler de la nouvelle dont tout le monde parle en ce moment. Comme sûrement on a entendu parler, Yannick, Laurent. Je parle bien sûr des nouvelles sorties concernant Star Trek. Oui, pas le choix. Je l'ai vu. Parce que la planète Star Trek n'arrête pas de tourner, comme dirait l'autre. Donc, 2 nouvelles concernant Star Trek. La première, c'est le producteur exécutif Akivad Goldsman et Aaron Alonzo Myers, et le producteur Alex Kurtzman, qui ont confirmé par voie de communiqué que Star Trek Strange New World était renouvelé pour une 4e saison. Yes! C'est comme, si vous voulez du beau bonhomme de Star Trek avec des beaux cheveux gris, vous allez être servi dans Strange New World. Blague à part, c'est mon meilleur Trek en ce moment, à part ma 2e nouvelle, qui est concernant la 5e saison de Star Trek Lower Decks. Ça, c'est ma série Star Trek préférée. Pensez Rick et Morty rencontrent Star Trek avec des références très, 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 très niche à des vieux épisodes de TNG, Deep Space Nine et d'Original Series. C'est vraiment succulent. La 5e sera la dernière. Ça a été annoncé par Alex Kurtzman et le créateur de la série, Mike McMahon. Pas aucun lien avec Vince McMahon, en tout cas. Puis, juste, c'est bizarre de la façon qu'ils l'ont annoncé parce que la saison va paraître pas au mois, mais à l'automne prochain. Mais ils ont dit qu'ils espèrent que les personnages continueront à exister d'une autre manière dans le futur. Donc, je ne sais pas s'ils parlent de téléfilms directement en animation ou des specials en animation ou peut-être même voir les personnages en live action éventuellement. On l'a vu dans l'épisode de Strange New World, dans un crossover qui a eu lieu à la dernière saison, dans la saison 3. Donc, je sais pas, ça ferme le communiqué avec ça. Donc, c'est un peu bizarre. Là. On dirait qu'ils essaient de nous faire un clin d'œil ou nous donner un petit peu espoir. Mais la 5e de Lower Decks, c'est la dernière. Puis c'est ça ce que j'avais par rapport à Star Trek. Ah oui, Strange New World ne paraîtra pas la 4e saison avant 2025. Donc il va falloir attendre un peu. C'est produit en ce moment du côté de Toronto. Donc c'est ça. Vas-tu essayer d'aller visiter le set? Ben, ça me donnerait une raison d'aller à Toronto. Je suis jamais allé à Toronto de ma vie. C'est vrai? Je suis jamais allé à Toronto de ma vie. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas donné. Est-ce que vous aviez, messieurs, un dernier petit truc, Yannick? Est-ce qu'il te restait quelque chose? Non, c'est tout ce que j'avais. Monsieur Laurent? Ouais, j'ai fait le tour. OK. Dernière petite affaire, là, puis c'est vraiment quelque chose de... Parce qu'il faut le souligner, là. Tony Stark qui a participé à une entrevue avec Squire et qui ne cache pas qu'il serait ouvert à revenir en tant que Tony Stark si l'offre est... Tu veux dire Robert Downey Jr. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? J'ai dit Tony Stark, hein? Tu vois, j'ai associé les deux. Tu l'as encore dans la peau. Ah, tu l'as encore dans la peau, tu sais. Oui. Non, mais c'est ça. Donc, Robert Downey Jr. qui serait pas fermé à l'idée de revenir en tant que Tony Stark Iron Man si l'invitation était donnée par Kevin Feige, le grand responsable du MCU. C'est sûr que sa finale dans Endgame était incroyable. Je pense qu'on a tous eu une certaine émotion. Mais en même temps, le MCU rush un peu au cinéma au niveau des entrées là, au box-office. Est-ce que ce serait une manière de raviver un petit peu l'intérêt pour le public? Est-ce que ça aussi, ça serait une bonne... Est-ce que c'est une bonne décision? Je ne sais pas. Mais qu'il ne soit pas fermé, je trouve ça quand même assez intéressant. Moi, je prédis un ravivement de l'intérêt quand les X-Men vont prendre le devant du MCU éventuellement, parce que c'est là qu'on va introduire du nouveau sang. Puis je pense que c'est ça qui va ramener peut-être les gens au cinéma.
Comme on a fait le tour, messieurs, avant de prendre une petite pause et qu'on parle de Johnny Double, je vous invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil du côté de notre Patreon. Le Patreon, c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de garder les lumières allumées, de pouvoir faire le show à chaque semaine depuis maintenant 18 ans. Donc, si vous avez la possibilité de nous aider malgré l'inflation et les impôts qui s'en virent assez rapidement, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Il y a aussi un lien dans le descriptif de l'épisode. Et pour l'équivalent d'un café par mois, faites en sorte que l'on existe, que le produit soit produit à chaque semaine, tous les lundis, en plus des shows spin-off comme Terre Kaiju, notre show dédié aux grosses bébites qui se tapochent, et Noël chez Isidore, notre show dédié aux dépendants affectifs du temps des fêtes. En échange de votre contribution, on vous donne accès à Bifurcation. C'est un podcast exclusif. En ce moment, on termine notre cycle dédié à Ernest, ce grand du cinéma américain. Il nous en reste une coupe qui, je pense, ça va être tough. Là. Slam Dunk Ernest et Ernest en Afrique me fait très peur. Donc ça, c'est les prochains. On est supposé enregistrer ça prochainement. Sinon, les épisodes en avance de Terre humaine chez Isidore, il y en a un nouveau qui est sorti la semaine dernière, donc le 30e. Ce 30e n'est pas disponible encore pour tous. Donc, pour les avoir en avance, vous êtes membre du Patreon. Quand vous êtes membre du Patreon, vous pouvez m'écrire directement et éventuellement, je vois le message et je vous envoie un lien vers le Discord. C'est comme une plateforme où les gens partagent des articles, discutent durant la semaine. On écoute des films, des fois, la lutte aussi, quand il y a des pay-per-view. Le prochain sera celui de AEW prochainement. Donc, c'est une belle communauté. C'est vraiment... C'est d'ailleurs un paywall, fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là pour faire le trouble. C'est vraiment une belle communauté. Écrivez-moi, je vais vous envoyer un lien. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, parlez-en, partagez sur les médias sociaux, puis donnez un petit 5 étoiles sur les plateformes. Ça aide toujours pour stimuler l'algorithme. Sinon aussi, tant qu'à y être, jetez un coup d'œil au lien dans le descriptif vers un SpeakPipe. On a eu un message tantôt de Danick. Si vous avez une question, un commentaire, suggestion, whatever, vous pouvez nous envoyer un message vocal, puis vous pouvez même l'écouter avant de nous l'envoyer. Donc, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mauvaise question, ou presque. Attention à ce que tu dis. À la date, on n'a pas refusé personne. Fait que, si vous envoyez un message, on va probablement le faire jouer en ondes. On est disponible partout sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur les autres plateformes de bullshit comme Facebook, Instagram et Twitter, maintenant X, mais on est surtout sur Discord. On se voit dans quelques instants avec Johnny Double de Brian Azzarello et Eduardo Rizzo. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée. Une bonne vieille bande dessinée suggérée par notre ami Laurent Boutin qui est sorti il y a presque une vingtaine d'années de ça. Je me suis rendu compte de ça en le lisant. J'étais comme, ah ouais, hein, ça nous fait longtemps qu'il est dans la pile. Étais-tu dans ta pile pour vrai? Ouais. Étais-elle dans la pile pour vrai? Oui, ça paraît. Ouais. J'avais rajouté des affaires qui traînaient. Donc, j'étais comme, Laurent. Faire une pierre deux coups là, ouais, pour ouais. le show. J'ai enfin lu ôté de ma pile. Si, genre, il y a comme 22 ans de ça, du côté des Vertigo Comics. C'est une étiquette qui n'existe même plus chez DC. Ouais, ça fait pas 20 ans que ça traîne, mettons. Okay. J'ai dû le pogner il y a genre 4-5 ans, mettons. Non, c'est bon. Bande dessinée écrite par Brian Azzarello et Eduardo Rizzo. On en a parlé au début de l'émission. C'est le duo qui éventuellement va travailler sur 100 Bullets, également chez Vertigo Comics. Chez Vertigo, qui était une étiquette de DC. C'est leur première collaboration. C'est ce qui a donné naissance éventuellement à 100 Bullets. Mm-hmm. On reprend le personnage de Johnny Double, qui est un détective privé qui vit à San Francisco à peu près au début des années 2000, quoique lui, il a connu les années 60. Là, c'est un vieux de la vieille quand la BD commence. Il me semble que c'est à peu près cette période-là. Peut-être les années 80. Plus les années 80. On parle de crime informatique. Fait que, début des années 2000. Fin 90. Mais lui, il a été jeune dans les années 60. Ouais. C'est ça. C'est un ancien policier qui est devenu désabusé du système puis est devenu un détective privé. Comme toute bonne histoire de détective privé, à un moment donné, un étranger l'engage pour garder un œil sur ce qui prétend être sa fille, parce qu'il a peur que cette fille côtoie une mauvaise influence. Hein? Et là, quand lui finit par tomber en amour avec, rentre dans le cercle de cette fille et de sa gang. Et éventuellement, cette gang décide de braquer un vieux compte en banque de Al Capone, qui est
on pense, désactivé depuis, ou pas actif depuis des années. Finalement, il est encore utilisé par la pègre et la mafia. Et donc, le groupe est targeté. Il y a une cible sur son dos. Ils sont assassinés un après l'autre. Et donc, Johnny Double doit trouver de où ça vient et démêler un petit peu tout ça. Avant de parler de la BD en détail, on va faire le tour, savoir c'est quoi votre appréciation. On va commencer par notre invité Yannick Belzile. Toi, est-ce que tu as aimé Johnny Double? Ben oui, j'ai tout de même bien aimé ça, comme j'ai mentionné au début de l'épisode. Gros fan de films noirs, gros fan de fiction, de détective privé. Fait que déjà là, j'étais assez dans mes talles. Mm-hmm. J'aime beaucoup Eduardo Risso et 100 Bullets aussi. En général, je trouve que c'est un super beau mariage. Brian Azzarello, je suis chaud et froid sur son œil. Je trouve qu'il fait du bon dialogue hard-boiled et toutes ces affaires-là. Mm-hmm. Mais parfois, je suis pas tout le temps convaincu par ses liners. Puis, mais il écrit toujours un bon univers criminel, cruel, impitoyable, avec toutes ces affaires-là. Mais on dirait que moi, j'aime ça quand il y a un petit peu plus de fun, un petit peu plus, mettons, de Elmer Leonard. OK. Mais ça, c'est son style à lui. C'est pas son problème, c'est le mien. Fait que, mais j'ai tout de même trouvé ça bien sympathique. Puis c'est justement, tu vois, c'est essentiellement un pilote de 100 Bullets. Tout le storytelling, le monde, l'univers, le lettrage, la coloration, les angles, tout le kit. C'est un test run. C'est un proto 100 Bullets, puis qui est un comic que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai apprécié à ce niveau-là aussi. Là. Okay. Toi, Laurent, t'en es où? Pas mal à la même place. Là. J'ai trouvé ça... c'est comme mettre des vieilles pantoufles. C'est une lecture très confortable. J'étais comme, tout ce que j'aimais là, tout ça, effectivement... Fan aussi de détective privé, hardboil et tout. C'est sûr que là, le setting est un peu plus... moderne. Ouais, moderne, mais tout ça marche. Tout le twist, il marche. Moi, effectivement, j'aime bien son écriture. Eduardo Risso, c'est un maître, ce gars-là. Mais, tu sais, puis je veux dire, lui, tu sais, il est arrivé pas mal dans le comics à peu près à ce moment-là, plus ou moins avec ça, mais tu sais, une giga longue carrière en Argentine avant d'arriver à ça. Là, genre j'ai rencontré une fois au Festival de BD de Québec. Il était super sympathique. Mais tu sais, il y a comme des shots là-dedans de genre... Il y a une shot qui vient de la tasse de café de quelqu'un qui est en train de le boire. Je suis comme, qui pense à ça? C'est incroyable. Puis comme il y a beaucoup ça dans 100 Bullets aussi. C'est genre le numéro entier, c'est comme juste deux doutes qui se parlent, mais en arrière-plan, t'as une autre histoire, t'as une longue chicane de couple dans un bar. T'as ça dans cette BD-là, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je suis comme, man, c'est vraiment le fun, c'est dynamique. J'ai tout aimé. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé mon compte aussi. Je trouve que c'est une histoire qui reprend tous les canons d'un crime story, d'une histoire de détective noir, en la modernisant, avec la figure de l'anti-héros qui fait ça juste pour lui, mais qui, de part, il y a aussi un bon fond, un bon cœur. C'est pas un imbécile non plus. Je dois dire, par contre, que la finale, que je trouve très abrupte et un peu mélangeante, m'a laissé un peu froid. Tout au long, je suivais, j'étais comme, good, j'embarque, c'est le fun, j'adore la proposition, j'adore les twists, puis où on s'en va, puis les retournements, tout ça. Puis le dernier retournement, la façon que c'est présenté, le saut temporel qui a lieu, tout ça m'a beaucoup mélangé, puis au point où je suis pas sûr de pourquoi le personnage de Johnny Double survit, pourquoi on lui a laissé la vie sauve. À cause de son passé. C'est ça que j'ai pas compris. C'est... Finalement, le mafieux qui a double cross en volant son argent, c'est le petit vendeur de drogue qui avait sauvé de la police dans son anecdote des années 60. Il s'était fait jouer au billard d'en face par la police. Ouais. C'était lui, ça. Ouais, c'est ça. Fait que comment, toi, je t'en dois une. Fait que, OK, ça va être chill. Hey, j'ai pas compris ça, mais du tout. Ben, tu sais, c'est... L'histoire... t'habitues pas à que les flashbacks soient utilisés de cette façon-là. Que,
cet indice-là, je le sais à cause d'une affaire dans mon passé, puis des affaires back and forth, que quand il sort ça à la fin, c'est comme un nouveau move narratif que le reste de l'histoire n'a pas vraiment. Moi aussi, j'ai comme fait comme, pourquoi? Ah, ok, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de vraiment abrupt de quand ça saute plus loin dans la temporalité, puis là, il te raconte des affaires que je suis comme, ben là, moi, j'avais compris ces affaires-là, mais il me donne-tu plus de détails ou non? Puis là, après, il te donne ce reveal-là. Ouais. Ah, ok, ben ouais. C'est... moi, tu vois, on parlait de l'art, là, les premières séquences dans le vieux bar qui m'a fait penser au Yermad, un bar ici à Montréal, un peu trash, là, avec les plans sur les peintes. La façon que Risso dessine des peintes qui ont de l'air être la meilleure bière de tous les temps. Il y a de quoi là-dedans. J'étais, oh mon Dieu, puis en même temps, cette bière-là n'existe pas. C'est pas possible la façon qu'elle est représentée. Il y a du style dans son dessin. Il représente des choses avec tellement de style, mais qui sont pas possibles. Mais en même temps, il n'y a rien qui laisse en l'ambiguïté ou qui t'empêche de comprendre ce qu'on te présente. Ou c'est une lecture que en ce moment, j'en parle, j'ai un gros sourire. Pendant que je lisais, j'avais un gros sourire. C'est vraiment une BD qui t'en donne envie de tourner chacune des pages, voir ce qui va se passer. Puis en même temps, en termes d'histoire, ça casse pas la baraque. Là. C'est comme plutôt convenu. Mais le mélange des deux, je trouve que ça fait un projet qui est très solide. Juste 4 numéros aussi. Hein. Ouais. Développer des personnages puis une histoire de la sorte en 4 numéros qui fait le trade, c'est quand même un exploit. Je sais pas à quel point, justement, ça a-tu été rushé, d'où la fin de Garoché, ou en même temps... J'ai pas l'impression. Tout est quand même rappé. Là. C'est rappé vite, mais il n'y a pas de loose ends, je trouve. C'est pas tant que le fait que c'est rappé vite qui me mélange, c'est que j'ai pas compris l'enchaînement des événements pour comprendre, pour que moi, en tant que lecteur, je comprenne où est-ce que Double se retrouve à la fin de la bande dessinée. Puis ça a été Puis là, j'étais, quoi? Attends, je suis perdu. Là. Puis là, je lisais, puis là, en plus, il y a des personnages qui parlent espagnol. Fait que c'est bon, il faut que je sorte mon Google Translate pour comprendre comme du monde qu'est-ce qui est échangé. Fait que c'est ça qui m'a un peu perturbé. Non, c'est ça qu'ils disent, les personnages en espagnol. En plus, ils disent qu'est-ce qu'ils disent ce gars-là, puis les deux sont comme, je sais pas, on parle pas anglais. Ah, bon, ben ok, bon. Tu l'as-tu traduit ou quelqu'un que tu connais? Je l'ai assez compris pour comprendre l'essence, maintenant. Ouais. Non, c'est ça. Puis en même temps, je pense qu'on n'a pas besoin d'une autre histoire de Johnny Double, dans le sens que je le vois pas. Il n'y a pas besoin d'avoir une Monster of the Week ou une série en continu. C'est une belle proposition. Je pense que si éventuellement le personnage revient, parce qu'il n'a pas été créé par Azzarello puis Risso, il n'était pas créé par Lane Wein, je pense. Puis je me souviens pas du deuxième créateur. Ok, je savais même pas, tu vois, que c'était. Ouais. C'est d'autres personnes. Je pense que ça va être un reboot, sa propre histoire, ça, quelque chose de nouveau. Puis c'est bien correct comme ça aussi. Là, puis ça a engendré une des plus prolifiques collaborations de Vertigo dans les dernières années. Donc, Justement, je check ça là, sur un DC database, Johnny Double, là, parce que je ne savais pas que. Je pensais que c'était un personnage original, mais c'est ça ce qu'il faisait dans le temps. Vertigo aussi, des fois, il allait chercher comme un vieux personnage, puis juste faire un. Est-ce que ça dit le nom du deuxième créateur? Parce que j'ai dit Lane Wein, mais je l'ai pas avec moi. Ben, Len Wein et Marv Wolfman. Wow. OK. Fait que, classique. Puis c'est ça. Puis juste un détective de San Francisco. Puis il était souvent dans des aventures avec d'autres personnages de DC dans les années. Puis il est apparu pour la première fois dans les années 60. Là, fait que c'est ça. Là, juste un détective random de même qui. Écoute. Moi, j'aime un bon détective random hors de nulle part dans un univers de super-héros. Moi aussi, j'aime ça. J'adore, comme à un moment donné sur Marvel Unlimited, j'ai juste lu Dakota North, qui est une ancienne mannequin, maintenant détective, puis elle avait apparu dans le run de Brubaker de Daredevil, fait que j'ai été lire ses vieilles aventures. Je te dirais que, justement, moi, une affaire que j'aime dans mon détective privé, mon détective de film noir, moi, j'aime une partie de l'alchimie, c'est faut qu'il y ait une ancienne job colorée et particulière qui informe maintenant son statut de détective. Puis moi, je trouve que il était une police, puis il était comme un genre de hippie, mais il trouvait que la police était corrompue, fait qu'il est parti. C'était comme pas assez pour moi. C'est trop classique. C'était un peu trop classique.
Je pense que son élément le plus distinctif, c'est qu'il parle comme un gars des années 60. Fait qu'il a piqué dans les années 60, dans cette période-là de grands bouleversements où là, il y avait l'espèce de contre-culture qui était bouillonnante puis qui a galvanisé une jeune génération. Il est tout le temps en train d'utiliser les mots « dig it », qui est une expression anglophone de l'époque. Il a été pris un peu là-dedans. Il a piqué dans les années 60. Ben, tu vois comme le dessin, le art original de Johnny Double, il y a un veston puis il y a un col roulé. Il a l'air vraiment comme cool, branché, 60s de cette façon-là. Puis j'imagine que si on lit ses comics, il parle de même. Puis c'est peut-être supposé être ça, justement, l'inversion. Ouais. Mais c'est comme... mais c'est ça. Autrement, justement, moi, j'avais besoin de cet élément-là un peu plus ludique que j'aime avoir dans mon détective privé. Ouais. Je comprends. T'aurais voulu quoi qu'il soit un peu comme ton Sugar. Ton Sugar, tu parlais en début d'émission. Regarde, John Sugar, on sait pas qu'est-ce qu'il est. On sait juste qu'il est énigmatique, mystérieux, puis il a beaucoup d'empathie. Puis il est polyglotte aussi. Il est polyglotte, c'est ça. Il manquait peut-être un petit superpower à Johnny Double, un petit skill. Mais tu sais, comme je viens de parler d'Dakota North, le fait qu'il était mannequin avant, ça l'ajoute quelque chose. Je pense au film de Gene Hackman, Night Moves, qui est vraiment écœurant, que lui était un ancien joueur de football, tu sais. Ça, c'est tout le temps, moi, on dirait que j'ai besoin de ça pour un détective privé. J'ai besoin d'une... Tu sais, Jessica Jones, une ancienne super-héroïne, puis le détective. J'ai besoin comme de cette épice-là un peu. Sinon, ça manque. Est-ce que vous mettriez le chien le vagabond dans la catégorie des détectives errants? Ben, il est pas... il est plus comme un chevalier. Il est plus un ronin. Ouais. Exactement. Le vagabond n'a aucun maître. Exactement. C'est vrai. Il est plus comme ça, là, mais c'est ça, il est plus comme un chevalier. London, doux prince. Il n'y avait pas un show de détective chien à Télétoon dans le début, là? Les Cro-Malins? Je me souviens pas je me souviens qu'il y avait une adaptation en cartoon de Sherlock Holmes, puis c'était des chiens. Ah ouais. C'est Sherlock Holmes qui était beaucoup de ça qui était réalisé par Hayao Miyazaki. Voilà, c'est ça. Puis il y avait aussi une série de... À un moment donné, il y a eu des chiens qui étaient des trois mousquetaires. C'était un peu la mode. Je sais pas, c'était la mode, là. Tu crées un chien, puis... J'aime ça. Moi aussi. Moi, c'est comme ça que j'ai connu les trois mousquetaires pour la première fois, c'était ça. C'était celle-là? Ah ouais, moi... Super écran, le matin, puis ça. Je pense que la meilleure adaptation est celle, justement, coproduction Japon-France, qu'il y a eu, là. Moi, c'est ceux-là, ouais. Sous le signe des mousquetaires. C'était malade, cette adaptation-là. Ouais, ben, il y a comme eu un courant de ça dans l'animation japonaise que c'était comme voici un cartoon qui dure juste une saison, mais ça adopte un classique de la littérature française. Oui, c'est vrai. Puis on met des chiens. Parfois des chiens. Regarde, ça marche. Là, on parle de chiens, fait qu'on parle pas de la BD. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Avez-vous un dernier truc à rajouter avant qu'on se laisse pour la semaine? Ça se lit bien. Il est sur DC Ultra, si vous avez cet abonnement-là. Moi, je l'ai. Et c'est là que je l'ai lu. Ultra comprend quoi, Yannick? C'est ça que je sais pas. Ça comprend tout Vertigo, en fait. Et aussi certains numéros spéciaux, des trades. Parce que des fois, les numéros singuliers sont là, mais les trades, il y a des extras dedans. Fait que par conséquent, si tu veux aller chercher si tu veux regarder les extras des trade paperbacks de comics qui sont sur Ultra, alors tu peux les regarder de cette façon-là. Voilà. Mais justement, il y a une couple de mois, j'ai comme lu les deux premiers trades. J'ai relu les deux premiers trades de 100 Bullets. Puis là, j'ai bien aimé ça. Puis je me suis dit, il faudrait que je me mette à les lire, que je relise la run au complet. C'est une grosse entreprise quand même. Ouais, c'est ça. Mais comme lire Johnny Double, ça m'a donné le goût, justement. Bon, je comprends. Ça va servir à ça. Je pense que, ouais. Toi, Laurent? Non, rien à rajouter, mais c'était bien le fun. Je suis vraiment content de m'être retrempé dans cette vibe-là. Ouais, moi aussi. Ça m'a fait réaliser que j'ai aucune idée de ce qu'il fait à Zarello en ce moment. Oh, puis Risso non plus, en fait. Comme faudrait que je check ça, là. Risso, il doit se reposer un peu, à un moment donné. Ben, j'ai vu qu'il commençait à sortir en anglais son reboot de Torpedo. Qui était sorti en français il y a un petit bout déjà. Fait que je sais pas, il doit être sur d'autres choses, mais je sais pas quoi. Excellent. Moi, c'est aussi, j'ai bien aimé ça. Je vous le conseille, surtout si vous êtes fan de 100 Bullets. Puis si vous voulez un comic de détective noir, peu connu. C'est drôle parce que cette série-là, j'en avais jamais entendu parler, Laurent, avec t'en jases. Non, c'est une bonne BD. Je pense que c'est une bonne BD à
Surtout pour l'art, je suis un peu comme plus... J'ai plus de réserve sur le scénario, mais je trouve que l'art est malade. Puis, avec Eduardo Risso, tu peux le regarder. C'est extrêmement lisable, peu importe qui l'écrit. Yes. Quand t'es aux commandes avec lui, là, tu sais, comme... il avait fait un genre de tu sais, c'est avec Azzarello pendant Flashpoint, il avait fait comme l'histoire de Batman, que c'est Thomas Wayne. Oui. Encore ça coule comme de l'eau, mon cher, là, fait que c'est hyper lisable. Excellent. Ton podcast, tes podcasts en fait, Yannick, avant qu'on se laisse, les voyeurs de vue, les contenudistes. Mais oui, à chaque semaine, on fait, avec mon ami Alex Rose, on fait Les Voyeurs de vue. Un podcast, on parle de cinéma à chaque semaine. Cette semaine, on va parler... on est dans le mois de mai, on fait un thème Boisson d'avril où on parle de films qui parlent de films, de boissons pour le mois d'avril. Et cette semaine, on va parler de The Lost Weekend de Billy Wilder, mais aussi de Drunken Master 2 de Lau Kar-Leung avec Jackie Chan, qui est bien sûr... le au revoir de Jackie Chan au cinéma chinois alors qu'il s'apprêtait à venir en Amérique du Nord pour faire Rumble in the Bronx. Et maintenant, on se l'a accaparé. Il est resté avec nous autres après. Puis aussi, ben c'est ça, cette semaine, on va avoir le 3e épisode des Contenudistes, mon podcast de comédie, d'humour que je fais avec mon ami Pierre-Luc Racine, où on parle et on décortique et on crée du contenu de façon très drôle. Avec des invités, on a beaucoup de fun et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Alors allez écoutez ça. Si vous vous ennuyez de Trois-Bières, c'est arrivé que des gens me croisent dans l'existence humaine, m'ont dit qu'ils s'ennuyaient de Trois-Bières. Ben, si vous ennuyez, allez voir... cherchez Contenudistes dans votre plateforme de podcast et vous allez trouver. Génial. Merci d'avoir été avec nous cette semaine, Yannick. Ça fait plaisir. Les gens à la maison, allez jeter un coup d'œil à notre Patreon si vous avez la chance cette semaine. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Là, on a de quoi de spécial qui implique pas vraiment Jackie Chan, vraiment Bruce Lee, pas vraiment un docteur, pas vraiment un cinéaste finalement. On s'en parle la semaine prochaine. OK. Bye bye. Bye.